Bonjour à tous. Salut Pascal, ça va? Il va falloir que je m'habitue à ce générique, il est vraiment très court, donc à chaque fois je suis encore surpris. Je vais devoir le rallonger en fait. Oui, C'est ça, pour que tu te prépares psychologiquement. C'est un petit peu ça. Mais à force, au fur et à mesure, on va se le roder. C'est vrai que le Maybe Planet, c'est une toute jeune chaîne, donc voilà, on est encore à apprendre, on est encore à faire notre apprentissage. Camille, est-ce que tu as passé une bonne journée? Plutôt bien, ça a été. La température redescend un tout petit peu, donc ça va. Ça va un petit peu mieux. Alors, point important, vous le verrez, parce que nous allons en parler avec notre invité tout à l'heure, nous enregistrons cette émission le 14 août au soir. Donc, on verra avec Camille quand on va la diffuser dans le courant des semaines à venir, mais vous allez voir que ça a son importance par rapport à l'actualité qui a eu lieu cette semaine. Alors, comme vous le savez, nous sommes assez attachés à un format de capsule que nous faisons régulièrement. Ce sont les Avez-vous déjà vu que nous faisons avec Seb de Sniper, et dans le cadre de ces émissions, nous essayons de vous expliquer de façon simple et illustrer certains phénomènes qui peuvent passer pour des phénomènes inexpliqués. On a fait par exemple les Fata Morgana, on a fait les Smoking Rings, qu'est-ce qu'on avait fait comme autre? On avait fait les Starlings aussi avec Sébastien, et puis bien sûr, on en fera d'autres, les Lanternes Thaïlandaises, ça c'est une émission aussi qu'on veut faire. Et ce soir, on va avoir un Avez-vous déjà vu de luxe, puisque nous allons avoir un interlocuteur de très grande qualité. Notre interlocuteur, c'est Raymond Piccoli, que nous allons introduire dans l'émission. Raymond, bonsoir. Bonsoir Camille, bonsoir Pascal. Magie de la technique, magnifique. Alors, je disais un interlocuteur de grande qualité, puisque moi, je vous ai découvert, Raymond, lorsque vous avez annoncé une conférence que vous alliez donner dans le cadre de votre spécialité, puisque vous êtes directeur du laboratoire de recherche sur la foudre. Alors, on va peut-être mettre le logo du laboratoire. Voilà, c'est ce laboratoire-là. Oui, et donc, vous êtes... Alors, vous m'avez sorti le nom tout à l'heure, j'ai essayé de le noter, j'espère que je ne vais pas l'abîmer. On peut dire que vous êtes un kéronologue, en fait, c'est bien ça? Voilà. Ah oui, alors ça, c'est l'appellation qu'on essaie un petit peu d'imposer, parce qu'en fait, en matière de recherche sur la foudre, ce sont des personnes qui sont issues de différentes spécialités, de différents corps de métiers scientifiques. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui suit un pur produit du milieu de l'astronomie. C'est-à-dire que j'ai occupé différents postes dans les milieux de l'astronomie, surtout de l'astronomie observationnelle. Voilà, où j'apportais ma collaboration, j'apportais mon concours, j'ai travaillé sur différents projets. Et puis depuis maintenant, je dis toujours 25 ans, mais le temps commence à tourner un petit peu, donc ça fait presque 27 ans que je travaille dans le milieu de la foudre, et c'est vrai que c'est quasiment du temps complet à 95%, donc il n'existe pas vraiment de nom. On a le météorologue, alors lui, son rôle, c'est de prévoir la météo qu'il va faire, de prévoir les orages, donc il travaille aussi sur d'autres choses que les orages. On a le physicien, alors on peut dire le physicien des orages, mais ça colle pas non plus. Donc on s'est dit, il existe le géologue, il existe tout un tas de métiers, et le kéronologue, eh bien en fait, c'est celui qui consacre tout son temps professionnel dans un cadre strictement professionnel, donc qui est payé pour ça, pour travailler exclusivement et à temps complet sur la foudre. Donc, par définition, lançons un petit peu le mot. Allez, kéronologue, pourquoi pas, ça me va très bien. Parce que kéros, vous m'expliquez, donc c'est la racine grecque oui, kéronos, c'est la foudre en grec. Donc, voilà, comme pour géologue, géos, etc. Voilà, donc on a la même racine, sauf que là, alors ça interpelle les gens en plus, ça se mérite. C'est ça attire la curiosité et ça engage la conversation. Un kéronologue, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis on explique, et puis finalement les gens rentrent dans le jeu. Vous savez que les ufologues ont un problème, c'est que souvent on entend urologue, donc on est obligé d'expliquer que voilà. nous ne nous occupons pas de prostate, mais de phénomènes dans le ciel. Voilà, c'est toujours un petit malaise. D'ailleurs, quand vous tapez ufologue avec les correcteurs d'orthographe, en général, ils vous mettent urologue. Donc ça crée parfois... Alors, n'essayez pas avec kéronologue, ça marchera mal. Alors, pas du tout. Là, à mon avis, le ranger dans les correcteurs d'orthographe automatiques, c'est au moins pour les 20 prochaines années. Oui, là, je pense qu'on est tranquille. Voilà. Donc, on apprend ce mot ce soir, kéronologue. Bon, on va essayer de le diffuser aussi à notre petit niveau. Alors, Raymond, vous nous expliquez que vous êtes venu du monde de l'astronomie. Alors, on a peut-être un public un peu jeune qui va nous regarder ce soir, ou moins jeune.
quels sont les cursus pour faire de l'astronomie? Parce que c'est une matière qui peut de plus en plus intéresser. On rappelle quand même que nous avons découvert, et c'était à l'Observatoire des Alpes de Haute-Provence, si je ne dis pas de bêtises, on a découvert la première exoplanète en 1995, donc c'est-à-dire c'était vraiment hier. Est-ce que vous avez senti comment dire, un intérêt de la part du public suite à cette découverte d'exoplanètes ou pas du tout? Oui, d'autant plus qu'à l'époque, donc c'était Michel Mayor, l'équipe de Michel Mayor. Je traînais un peu mes guêtres à l'OHP, c'est son acronyme, Observatoire de Haute-Provence. D'accord. Et j'étais là-bas, moi, pour un projet complètement différent, mais alors complètement en touriste, hein, en dilettante. Moi, j'ai pas peur de dire les choses, voyez-vous. Et parce que je ne suis pas du tout issu du cursus académique officiel. Il y a deux voies. Deux voies pour être. Je rebondis un peu avant de répondre à votre question sur le changement public, mais ça introduit aussi un peu les choses. C'est que il y a différents types de recherches scientifiques qui se font, et en particulier sur la foudre, qui est vraiment fait partie du monde de l'astronomie. Vous vous en rendrez compte peut-être au cours de nos échanges de ce soir. Mais il y a en gros deux cursus. Déjà, des études spécifiquement par rapport à la foudre spécialisée, ça n'existe pas. Pas encore. Pas encore, en tout cas. Peut-être que dans 50 ans, il y aura on a Camille Raymond Piccoli. Voilà. Et ce qui me ferait bien rire d'ailleurs. Bref, il y a donc le cursus tout à fait officiel avec tous les diplômes universitaires, le cursus académique, comme on l'appelle. Et moi, à l'époque, quand j'ai commencé, j'ai d'ailleurs été depuis toujours passionné d'astronomie. Moi, mes premières armes, je les ai fait, j'avais tout au plus une dizaine d'années. Ça paraît très jeune lorsque je me suis retrouvé à l'occasion d'une fuite de mon école primaire pour aller à l'observatoire de Nice à l'époque, où j'ai souhaité y aller avec mon petit baluchon, hein, pour m'engager en tant qu'astronome. Donc voilà, je suis tombé sur un... C'est souvent une passion. Quand on a ça dans le sang. Donc... Mais c'est les passions des petits garçons, j'ai l'impression. Souvent, c'est ça, en fait. Depuis tout petit. C'est possible. Souvent, les petits garçons sont tournés vers l'espace. Ouais. Alors, parfois, ça dure. Oui, c'est vraiment un virus. Alors, curieusement, moi, je n'ai jamais été attiré par le fait d'aller voyager dans l'espace. Beaucoup, c'est vrai, de petits garçons, et surtout avec Thomas Pesquet, qui est un vrai renouveau pour l'astronautique française. Bel ambassadeur, effectivement. Ouais. C'est tant mieux, hein, d'ailleurs, à juste titre, parce que c'est vraiment quelqu'un de super sympa et qui fait partager sa passion avec une vibrance extraordinaire et une verve extraordinaire. Et puis, il passe beaucoup par l'image. Ça manquait. C'est vrai. Hein, voilà. Bon, les autres, les anciens, que ce soit Michel Tonini, que ce soit Jean-Loup Chrétien ou Patrick Baudry, on va dire, à l'époque, on n'avait pas l'Internet comme maintenant, on n'avait pas les réseaux sociaux. C'est pas vieux pourtant, hein, d'accord, mais on n'avait pas on n'avait pas le même contact. Et donc, c'est pour mon cas, je reviens un peu plus égocentrique, mais je n'ai jamais été, j'ai trouvé ça merveilleux, mais je n'ai jamais été tenté d'aller dans l'espace parce que je me suis dit vraiment, on n'a rien à y faire et c'est super dangereux. Voilà. Donc, je suis un aventurier, mais de luxe. C'est-à-dire, je prends un minimum de risques. Pourtant, je travaille sous les orages. Mais oui, l'expérience. Donc, moi, c'était plutôt le monde de l'astronomie. Ça me fascinait. Donc, j'avais construit ma première lunette, etc. Et ce jour-là, j'arrive fleur au fusil là-haut. J'avais même repéré une brèche dans le mur qui faisait tout le tour des quelques, je crois que c'est plus de 100 hectares, l'observatoire de Nice. Et je passe par là, je me fais attraper par le gardien qui me dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Alors, je lui dis « Tout de go, hein. » Je lui dis « Je viens m'engager en tant qu'astronome. » Voilà. Donc, il m'a amené envers un monsieur qui m'a fortement impressionné, qui avait une blouse blanche comme un médecin, d'accord, et qui était astronome et qui était le patron de l'astrographe. L'astrographe, c'est un appareil optique, c'est un instrument optique qui était merveilleux, celui-ci, deux tubes de 500 mm de diamètre et qui était chargé de détecter les petits corps du système solaire, astéroïdes, comètes, etc. Et je lui explique, je sors tout mon baratin et pendant une demi-heure, il m'écoute et il me dit, c'est génial, j'avais besoin d'un assistant. Donc, je t'invite à revenir mercredi prochain. Ah, super! Génial! Ah ouais. Voilà. Donc, il appelle mes parents et tout. Il a fugué de l'école, il est malheureux à la maison. Pas du tout, j'étais très bien, moi. J'étais super bien. La seule chose qui me manquait, c'était que, en fait, je dois dire que oui, l'école, ça m'agaçait prodigieusement. Et je passais mon temps à dessiner les planètes, les satellites de Jupiter. Enfin, je faisais tout un tas de choses. Et je ne rêvais qu'à ça. Et puis, finalement, mes parents se sont rendus à l'évidence parce qu'ils ont dû venir me chercher. Donc, ils ont vu que c'était pas du flan.
Et puis, il leur a dit très sérieusement, et c'était alors, ce monsieur qui est décédé en 2015, il est décédé le 15 août. Vous voyez, ça va faire 5 ans demain. Oui. Et quelqu'un qui m'a suivi, mais alors, il m'a poussé à tout, il m'a poussé dans mes retranchements, il m'a appris une foultitude de choses. Il s'appelait Bernard Millet et c'était un grand spécialiste des petits corps du système solaire et accessoirement de l'astronomie sanskrit. Donc, j'ai appris plein de choses avec lui. Voilà, j'ai appris par exemple comment faire des comparateurs pour mesurer les étoiles doubles, des comparateurs en fils d'épaire. C'est quoi les épaires? Ce sont des araignées. Parce que les fils d'épaire ne sont pas sensibles au taux d'hygrométrie, à l'humidité. Donc j'ai appris des choses comme ça. Si vous voulez, je suis sans doute un des derniers qui sait encore pratiquer ce genre de choses. En fait, il faut me sortir de la vitrine avec la naphtaline parce que j'ai appris des méthodes d'une autre époque. Voilà, c'est génial. Et ça m'a servi toute ma vie. Ça m'a servi toute ma vie. Ouais, et donc, le mercredi suivant, et puis l'autre mercredi, et puis j'ai pris de l'âge. Et puis à 14-15 ans, j'avais mon petit lit de camp dans la coupole. Imaginez, maintenant monter dans une coupole d'observateur officiel pour travailler à l'astrographe. J'apprenais à développer les plaques, etc. Et maintenant, ce sera impossible. Alors oui, ce que j'allais dire, on va dire que c'était un autre temps, Raymond, hein, et à nos amis les plus vieux, qui nous attention. regardent. J'ai pas passé les 90 ans, hein, d'accord? Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout est beaucoup plus contrôlé, donc c'est plus compliqué d'ouvrir certaines portes comme ça. Attendez, il y a un gamin tout seul qui va dormir dans une coupole la nuit avec un monsieur en blouse blanche, vous imaginez le tableau. Hein? C'est sûr, c'est pas possible. Voilà, donc il m'apprenait à faire les miroirs de télescope, il m'apprenait la patience, il me mettait un bloc comme ça, il me disait voilà, tu vas poncer ce bloc, il te faudra plusieurs mois. Ah ouais, on a 14-15 ans et puis on commence à le faire. Le premier, on le casse vite, et puis le deuxième, un peu moins vite, et puis le troisième, au bout de 4 mois, on continue à poncer, et là on se dit, j'arrive à la fin, plus qu'1 mois et demi, et là vous entendez, crac. C'est reparti. Il vient avec un grand sourire. Il faut tout recommencer parce que l'astronomie, c'est de la patience. Donc, si vous voulez, je ne vais pas raconter ma vie, mais enfin, ça a été épique. Après, j'ai travaillé sur d'autres projets, quitte à sacrifier une bonne partie de ma scolarité parce que j'étais plus occupé à faire ça. Et voilà. Donc, si vous voulez, moi, j'ai un parcours qui est pas du tout académique. Je suis un très mauvais théoricien. Moi, j'ai jamais peur de le dire, d'accord. J'ai occupé des postes dans le milieu de l'astronomie. J'ai même occupé un poste aux États-Unis. J'ai été hébergé là-bas. Enfin, hébergé, c'est ce qu'on appelle quand on a un poste. J'étais au Harvard Smithsonian Center for Astrophysics. J'y suis resté quelques temps où j'ai pu m'initier et travailler sur les techniques de radioastronomie. C'était génial. Alors, très différent de l'astronomie optique. L'astronomie, la radioastronomie, c'est très abstrait. C'est très abstrait, mais j'ai appris une autre forme de rigueur. Et je dois dire que quand je suis arrivé là-bas, j'ai pu être très performant. Pourquoi? Parce que j'avais appris des techniques qui étaient anciennes, des techniques de haute précision, y compris dans le domaine de l'optique, qui finalement n'étaient plus forcément au goût du jour et très connues. Donc, je suis arrivé et sur certains problèmes qu'ils avaient sur lesquels on butait, j'ai pu parfois apporter une petite solution qui pour moi était relativement évidente, mais pour eux, ils se disaient, mais d'où il sort ça? Voilà. Par exemple, une machine qui permettait de faire certains récepteurs, j'ai bricolé ça avec les méthodes de l'astronomie d'amateur quasiment, avec 3 fils de fer qui pendent, une recette à base de savon de Marseille et de liquide vaisselle, et puis un moteur d'essuie-glace qui tourne et qui finit par tailler la pièce. Plein de choses comme ça. Et puis j'ai eu l'occasion dans ma vie donc de traiter de différents sujets, de travailler sur beaucoup de programmes de recherche qui m'ont permis d'avoir un horizon assez vaste. Et donc, depuis 27 ans maintenant, je travaille sur la foudre. J'ai toujours été fasciné parce que la foudre, elle est le siège de beaucoup de réactions. On le verra sans doute au cours de nos échanges, mais la foudre, c'est avant tout des réactions thermonucléaires. Il y a des réactions thermonucléaires, il y a de l'électricité atmosphérique, bien évidemment. La foudre, elle va générer des rayonnements très puissants, des rayonnements gamma. Oui, alors ça, par exemple, ça c'est un coup de foudre relativement proche. On est à peu près à 700 mètres du point de chute là, et ça nous permet de travailler. Il faut savoir que le laboratoire de recherche sur la foudre, on va peut-être y venir parce que c'est la suite logique, si vous le permettez. Mais le laboratoire de recherche sur la foudre, donc on est une unité de recherche. Déjà, on a une originalité quand même, ça je la défends toujours.
C'est pas pour dire qu'on est très bon, on n'est pas mieux que les autres. Mais en tout cas, nous, on a pris le postulat. Ça a été très compliqué de la mettre en place. Il a fallu. Parce que le laboratoire existe depuis combien de temps, en fait? Vous en êtes à l'origine ou il existait déjà? Comment ça s'est passé? Oui. En fait, en 94, j'ai réussi. À l'époque, j'étais en projet avec Antoine Labéry sur l'Observatoire de l'Haute-Provence. Alors, j'étais là. J'étais en tant que vacataire, il avait différents projets d'interférométrie optique. J'apportais une petite et modeste contribution. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de choses à voir par rapport à la foudre. Et puis, ça a toujours été très fascinant, pour moi en tout cas. Donc, j'ai lancé un groupe qui s'appelait le groupe d'études sur la foudre. Donc, je suis allé voir des camarades. Alors, certains qui étaient des scientifiques, entre guillemets, amateurs et d'autres professionnels. Moi, je rappelle toujours avec grande humilité, c'est que la différence entre un amateur et un professionnel, c'est qu'il y en a un qui le fait sur son temps libre, bénévolement, et que l'autre, il est payé pour le faire. C'est pas forcément Alors, je sais que ça déplaît beaucoup. Ça déplaît beaucoup. Parfois, quand je parle comme ça, je ne me fais pas que des amis dans le milieu professionnel, mais je dis toujours, parce qu'il y a des gens qui veulent toujours défendre un dogme. Et je ne le dis pas du tout avec méchanceté, mais au contraire, ni avec critique, mais avec bienveillance. Et il faut savoir... J'imagine que vous avez rencontré des amateurs avec un très bon niveau, par exemple. Ah mais attendez, moi j'ai déjà eu l'occasion d'intégrer à des projets officiels et professionnels des gens, moi je me rappelle toujours, il est décédé maintenant, mais j'avais un ami qui était un ancien horloger. Ouais. Et pour certains récepteurs sur un télescope, l'ingénieur en chef butait sur le fait de fabriquer cette pièce qui était inédite, il fallait fabriquer la pièce. Et ce type était un pur produit de l'ingénierie et hormis de ces cadres de pur ingénieur, il ne trouvait pas. Moi, je dis, on va tenter le coup. J'appelle cet ami, je dis, à la retraite, je dis, voilà, toi, tu étais horloger, tu faisais de la très haute précision, etc. Est-ce que tu penses pouvoir faire quelque chose? Ça ne coûte rien. Je le fais venir, on fait une petite réunion. 3 semaines après, il avait fabriqué la pièce. Ouais. Voilà. Et moi, comme je dis toujours, il faut laisser pratiquer aux gens l'art qu'ils connaissent. Dans l'équipe du laboratoire, c'est 15 chercheurs, ingénieurs et techniciens. Et je rajoute toujours et passionnés. Pourquoi? Parce qu'on a des gens là-dedans qui sont des chercheurs purs, des scientifiques de métier. Moi, je gagne ma vie en étant scientifique, d'accord? Je prends toujours le terme générique de scientifique parce qu'il n'y a pas de classification là-dedans. Il n'y a pas de petite recherche. Je ne vais absolument pas aller comparer qui que ce soit à ça, mais vous prenez des gens comme Pierre et Marie Curie, d'accord? Nous, on en est à des années-lumière. Mais ce sont des gens qui laissaient une ardoise parce qu'ils ne pouvaient pas payer les bassines en fer blanc au quincaillier du coin et qui travaillaient dans un garage loué. Mais ils n'avaient pas besoin des machines à 50 millions d'euros dans un labo. Alors, je ne dis pas que ceux de maintenant n'ont pas besoin de ces machines, on a progressé, heureusement. Ce que je veux dire, c'est que y a des gens qui sont... J'ai rencontré dans ma carrière des gens qui venaient du milieu de l'amateur, qui étaient des passionnés, mais j'ai pas peur de le dire, qui étaient pour certains mais bien plus connaisseurs du sujet que certaines personnes qui sont payées pour y travailler. Après, il y a ceux qu'on appelle les chercheurs d'orage. Ils ont l'avantage du coup, contrairement peut-être à certains scientifiques, d'être sur le terrain. Alors, justement, c'est ce que j'allais vous dire. Notre fierté, nous, c'est qu'on est très certainement la seule unité de recherche, et sans doute au niveau international. Il y a un petit peu les Américains qui le font, mais ils ont des cadres. Nous, on en a beaucoup moins. Qui travaillons au cœur du phénomène. On a pris comme postulat de se dire, voilà, des gens qui font de la recherche en labo pur, il y en a, ils sont super bons. Ceux qui font de la simulation numérique, ils sont super bons. Mais pourquoi on irait faire la même chose? Donc, on va prendre l'inverse. On va revenir, on va faire un flashback et on va revenir dans les années 1910. Qu'est-ce qu'on pourrait faire si on était en 1910? Eh bien, on va prendre la vieille torpedo. Alors, je dis la vieille torpedo, je ne sais même pas si c'était le nom à l'époque, mais voilà, la vieille bagnole, et on va aller voir ce qui se passe. Alors, pas dans les simulations informatiques, mais on va aller voir ce qui se passe sur le terrain. Sur le terrain, peut-être apprendre des choses. Voilà. Donc, nous, notre spécialité, c'est de se retrouver le plus proche possible de la zone de foudroiement. De deux manières, soit avec des véhicules. Rappelez-nous où se trouve le laboratoire. Alors, le laboratoire, depuis 9 ans maintenant, est installé dans le Massif central, dans un superbe département où on a une paix royale, qui est le département du Cantal. Ici, on a plein massif volcanique. Oui. Voilà. Ça, c'est une image qui a été faite chez nous. Ça, c'est un très puissant coup de foudre avec énormément de ramifications, énormément d'amorçage. Et c'est un coup de foudre unique, d'ailleurs, qui est sorti sous une cellule. Il n'a donné qu'un seul coup de foudre.
très puissant. Et vous voyez, ça c'est un très joli coup pour nous parce que, alors, bon, il y a le côté imagerie, mais c'est pas forcément le côté imagerie qui nous intéresse, on n'est pas des artistes. Hein. Ouais, Il y a des, entre guillemets. Alors, chasseur d'orage, j'aime pas trop ce terme-là parce que généralement, on ramène pas grand-chose et des fois, même c'est l'orage qui nous chasse un petit peu. Je préfère plus volontiers, si vous le permettez, le terme de traqueur d'orage. On va essayer de le traquer. Et le jeu consiste à rentrer dans la cage de l'ours, mais d'essayer de ne pas prendre forcément le coup de patte. Ouais. Voilà, parce que ça peut être très problématique. C'est mieux là de ne pas prendre le coup de patte. Ouais, il faut essayer. Alors, il arrive toujours des petits problèmes. Hein. Même moi, à mon actif, j'ai des orages, j'en ai un sacré paquet. Dans l'équipe, on est beaucoup à en avoir des sacrés paquets. Et notre équipe, elle est composée elle est surtout pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on a chez nous, on a du géologue, on a un botaniste, vous voyez, pour analyser ce qui se passe sur les plantes, on a un physicien de la matière, spécialiste de la physique des matériaux. Donc, c'est vraiment pluridisciplinaire. Elle est internationale. Et pour la créer, ça a été un vrai micmac. Ça a été vraiment, ça a été de la galère, passionnant, mais ça a été de la galère parce que il faut essayer de faire comprendre à des gens qu'il faut trouver du financement pour monter une équipe qui ne va rien rapporter. Alors, parce que la recherche, elle ne rapporte rien. Vous voyez, il y a encore quelques temps, j'ai eu entre les mains, ça aussi, ça c'est des paysages du Cantal avec un magnifique coup de foudre et à droite, ça c'est presque ce qu'il faudrait pour un office de tourisme parce qu'à droite, on a le typique buron du Cantal, voilà. Et je reviens sur ce que je disais, il y a encore quelques temps, là, j'ai eu à répondre à un appel d'offres de recherche scientifique, donc auquel on a souscrit, on est plusieurs partenaires, et finalement tout ça se réduit à peau de chagrin parce que on devait pratiquer des études sur le terrain, ce qui est notre cœur de métier. Et si c'est pas des études sur le terrain, on peut pas tellement apporter grand-chose. Nous, notre postulat, c'est d'aller voir ce qu'il y a sur le terrain, d'analyser ce qu'il y a sur le terrain, et en plus, après, de le diffuser à différents corps de métiers scientifiques pour qu'ils en tirent le substrat, si vous voulez. Et au bout du compte, j'ai une petite question quand même, parce que vous disiez que c'est une recherche qui ne rapporte rien, mais à terme, pourrait-on envisager de récupérer l'énergie d'un éclair? Non. Impossible. Pour moi, à titre personnel, hein, d'accord, ça peut avoir un intérêt de le présenter comme ça. Si vous dites demain, j'ai besoin de 500 000 euros pour monter un projet, pour tenter de récupérer l'énergie, vous allez toujours avoir un âne qui va vous donner le chèque. Voilà. Parce que c'est vrai que. Et je le dis avec gentillesse, hein. Je le dis avec gentillesse. Voilà, c'est un peu utopiste. On parle de l'énergie éolienne, on parle du photovoltaïque. La puissance d'un éclair, d'électricité, c'est monstrueux. Alors, c'est court en temps. Ouais. Déjà, le laps de temps est court. Bien sûr qu'il y a de l'énergie. Il y a même d'autres types d'énergie qu'on pourrait récupérer dans le spectre énergétique total de l'éclair. Mais c'est court en temps. Et puis, je vous rappelle aussi que les orages sont déjà suffisamment embêtés depuis quelques temps. C'est-à-dire depuis quelques décennies. Il ne faut pas oublier que les orages sont aussi indispensables au maintien, quelque part, de toute forme de vie sur Terre. Hein. Ils régulent les champs électriques terrestres. Et que, voyez-vous, les centaines, nos amis, entre guillemets, modernes de l'Anthropocène, c'est quoi? C'est des centaines de millions de mètres cubes de polluants atmosphériques de toute nature qui gravitent. Et les orages sont aussi de fabuleux révélateurs de l'état de notre milieu. Pas de l'atmosphère, parce qu'il y a le cycle de l'eau. Un orage va absorber, par exemple, va faire monter par ses ascendances ce que l'on appelle la pollution sèche, les résidus qui sont au niveau du sol. D'accord? Dans certains orages, on en a eu un en Normandie il y a 2 ans, les gens étaient très surpris, mais il manquait plus que le gyrophare et ce que vous voulez. Il est retombé dans les grêlons tout un tas de toutes petites grenouilles. Et les gens se disaient, mais comment c'est possible? Vous voyez, vous présentiez ça il y a 250 ans, c'était le bûcher direct. Enfin, le bûcher, c'était encore avant. Mais voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent, mais c'est normal pour nous, spécialistes des orages, parce qu'à un moment, vous avez eu la naissance de l'orage, de fortes ascendances, et il est retombé. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que, au lieu d'avoir des petites grenouilles qui étaient dedans, ce qui est plutôt rare, vous pouvez avoir tout un tas de pollution sèche au niveau du sol. Petite parenthèse, vous avez encore des scientifiques dignes de ce nom maintenant, qui ne vont même pas se pencher sur la question et qui vont vous dire de derrière leur bureau, ça n'existe pas en 2020. Oui. On a encore, c'est rare, heureusement, on n'en a plus beaucoup, d'accord, des comme ça, et heureusement. Hein, bon, mais on en a encore qui sont dans le savoir total, intangible et inamovible. C'est écrit dans un bouquin,
ce serait une ânerie dans le bouquin. C'est pas grave, c'est écrit. C'est écrit. Vous voyez, l'année dernière, on a reçu pour un stage 2 étudiants qui étaient vraiment d'un bon niveau. C'était des gens qui venaient et qui étaient en phase finale, pas loin de la présentation de leur doctorat. Donc, ils sont venus très sympathiques. Ils sont restés 15 jours avec nous. Ils voulaient absolument voir comment se déroulait un orage in situ. Donc, on les a emmenés. On a réussi à faire une convention de stage, etc. Au bout de 2 semaines, ils sont repartis un peu dépressifs. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu des choses sur le terrain qu'ils ne pensaient même pas pouvoir appréhender et qui, pour certaines, heureusement rares, étaient en contradiction par rapport à ce qu'ils avaient appris en théorie. Bienvenue sur le terrain, ça s'appelle la vérité, ça s'appelle la vie. C'est ça. Ça s'appelle refaire connaissance avec un phénomène vieux comme le monde qui contribue à maintenir toute forme de vie sur Terre, d'accord ? Et qui est peut-être même, en partie, une des causalités de l'émergence de la vie, avec l'allumage des premières acides aminés et des protéines, par exemple. Alors, je rappelais en préambule que nous enregistrons cette émission le 14 août, puisque cette semaine, nous avons eu de gros épisodes nuageux sur les régions de l'ouest de la France. Donc là, vous êtes allé sur le terrain. Comment ça s'est passé pour vous, cet épisode ? Ah oui, on est allé sur le terrain. Alors, je vous disais tout à l'heure, juste pour reprendre, on a 2 vecteurs pour aller sur le terrain. Soit ce sont des véhicules que l'on équipe, c'est des kits, hein. Pas la voiture, l'équipement dedans. C'est-à-dire qu'on va par exemple mettre de l'imagerie, mettre de la vidéo haute vitesse, on va mettre du spectroscope. On travaille beaucoup avec la spectroscopie, ça nous permet de tirer des cartes d'identité physico-chimiques des éclairs, et puis en plus de tout ce que l'éclair va traverser dans son trajet sur l'atmosphère et de ce qu'il va impacter. Donc, selon les besoins de nos travaux en cours, on va équiper des choses comme ça. Et puis, on dispose aussi de temps sur des aéronefs. Voilà, on a du temps. Alors, généralement, il y a quelques années, on pouvait encore travailler sur certains aéronefs dits d'organismes publics. On l'avait fait un tout petit peu en France, on faisait aux États-Unis. Puis maintenant, on a décidé de prendre un petit peu le taureau par les cornes parce que les budgets baissent considérablement. Et puis parce que parfois on vous dit tout simplement non, ou alors on vous dit on va avoir une disponibilité tel jour de telle heure à telle heure, mais 1 an à l'avance. Et comment vous dire, il y a un petit problème avec le rendez-vous avec l'orage. Parce que si vous avez très beau temps ce jour-là, c'est mort pour vous. Donc on fait très très simple et on fait cheap, et ça, comme on dit, ça fait rire certains de nos collègues d'ailleurs, qui s'en moquent parfois, mais qui de temps en temps, en sous-main, nous demandent quelques petits échantillons par la suite. On a passé une convention avec un aéroclub local. Hein. On a des appointances avec l'aéroclub local, l'aéroclub du Cantal, et quand on a besoin d'aller faire quelques prélèvements, alors là par contre, attention, on ne travaille pas au cœur de l'orage, ni même en périphérique, parce qu'on est plus sur des appareils prévus pour, mais on est sur des appareils d'aéroclub. Néanmoins, ça nous permet de faire de la captation au niveau atmosphérique, avec des bidouilles qu'on a pu monter, tout ça dans un cadre parfaitement intégré et qui ne met pas en modification la structure de l'appareil, parce qu'après, il y aurait tout un tas de clauses légales par rapport à l'aéronautique, etc. Et on arrive à faire un travail, ce qui nous permet, nous, au lieu d'avoir, au lieu d'avoir certains avions pour aller faire des prélèvements pris très longtemps à l'avance, c'est 5-6 000 euros de l'heure. D'accord ? Nous, un vol comme ça, c'est sûr, on ne pourra pas avoir les mêmes résultats, mais par contre, on va pouvoir les avoir en grand nombre. Un vol comme ça va nous coûter 60 euros. Oui, et dans les 2 heures qui suivent mon appel, on peut avoir un appareil disponible. Alors justement, Raymond, ça c'est quand même peut-être une difficulté de ce domaine de recherche, puisqu'on dit souvent que la foudre ne tombe jamais 2 fois au même endroit. Alors, est-ce que c'est comment vous ce qui est faux en plus, voilà, comme ça on va pouvoir tordre le cou peut-être à ce dicton qui n'est pas vrai, parce que sinon j'allais dire, mais comment regarder au bon endroit, au bon moment, avoir l'appareil dirigé dans la bonne direction, ça peut être compliqué. Alors j'allais dire, c'est beaucoup plus simple et en même temps compliqué à la fois. La foudre n'est faite que de paradoxes. Le premier paradoxe avec la foudre, c'est que c'est très certainement, et là je le dis sans aucune ambiguïté, le sujet scientifique d'une part, mais aussi populaire, où règne le plus d'idées reçues. On entend une foultitude de choses et je profite d'être à l'antenne pour dire que souvent ce sont les médias qui les colportent. Il n'y a encore pas longtemps, sur une grande chaîne de télé, j'entends quelqu'un qui dit « Sous un arbre, c'est très dangereux. Sous plusieurs, pas de problème. » Ce qui est une bêtise par définition. Alors, statistiquement, mais vous savez, la statistique, on peut toujours... La statistique, c'est très utile. Moi, j'ai quelques amis statisticiens, ils font un super boulot, et je n'y mettrai les doigts pour rien au monde. D'accord ? Parce que c'est très particulier, mais la statistique,
on peut lui faire dire un petit peu ce que l'on veut. Souvent, on peut l'agrémenter comme on en a envie. C'est d'ailleurs pour ça que les hommes politiques l'utilisent beaucoup. Hein, mais la statistique vous dit quoi? Vous dit tenez, statistiquement, le lieu le plus dangereux du monde, c'est où? C'est dans son lit, parce que c'est là où les gens ils meurent le plus. C'est vrai. Hein, voilà, tout simplement. Ah oui, non mais voilà. Donc, par définition, ce soir, surtout, ne nous couchons pas, parce qu'on prend un grand risque. C'est l'interprétation de cette statistique. Alors, c'est un peu empirique. Hein, mais voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'un orage, déjà, c'est très difficile. Un orage ne se prévoit pas. On ne peut pas facilement l'expliquer au public, ça, quand les gens font un bulletin météo. Mais un orage, par définition, ça ne se prévoit pas. C'est beaucoup plus volontiers un risque qu'on évalue. Vous imaginez, vous, au journal météo sur les chaînes de télé, de vous dire, demain, on a 32% de chances qu'il y ait un orage. Déjà que la carte de risque météo qui est en place depuis 99, ça fait 21 ans, il y a encore des gens qui ont du mal à l'appréhender. Et ils se disent, mais moi je suis à 5 km du département voisin, je suis en orange et eux ils sont en vert. Vous voyez, ils ont du mal à le comprendre. Mais c'est normal, parce qu'à un moment, on ne peut pas découper le territoire en carré, il faut bien prendre la découpe. Voilà. Donc quand on a un risque orageux qui pour nous est probant, on va porter une attention sur la zone où ce risque orageux va se porter. Alors, il faut dire que jusqu'à il y a à peu près 4 ans, on travaillait un petit peu à la pêche. C'est-à-dire qu'il y avait un risque orageux, je dis une bêtise, en Lorraine, on partait en Lorraine, s'il était suffisant. Souvent, on revenait, on n'avait pas fait grand-chose. Et souvent, là-bas, ça aurait pu être très intéressant. Ça pouvait être très intéressant, mais comme on ne connaît pas le territoire, vous vous retrouvez parfois de nuit sous un orage très intéressant. Vous avez la grêle, vous avez la pluie, vous avez le vent, vous ne savez pas comment vous positionner, où vous positionnez. Moralité, on a fait 1500 km et on a ramené quoi? Pas grand-chose. Donc, on s'est dit, on va changer le tir. Et ça, parce qu'on était resté sur le modèle que l'on pratiquait dans les missions à l'étranger. Quand on a des missions, chaque année, on a des missions à l'étranger. Donc, quand on travaille, par exemple, que ce soit... parce que Raymond, je voulais vous poser cette question. Il y a des laboratoires dans toute l'Europe spécifiques. Non. Nous, si vous voulez, le laboratoire de recherche sur la foudre, l'unité est unique, d'accord? Donc, on est installé dans le département du Cantal, à Champs-sur-Tarentaine. Et si vous voulez, on travaille par contre sur plusieurs zones. Donc, on peut aller à l'étranger. On a des collègues italiens qui travaillent sur les orages, mais eux travaillent sur un domaine très spécifique des orages avec des stations automatisées. Ils vont travailler sur les phénomènes lumineux qui sont au-dessus, qu'on appelle les sprites, par exemple. Donc, nous, on s'est dit, quand on va à l'étranger, quand on va aux États-Unis, par exemple, ou quand on va travailler sur certains orages dans le bush australien, qu'est-ce qu'on fait? On part là-bas 10 jours, maximum 10-12 jours, et on fait de la maraude, c'est-à-dire on va tracer, et statistiquement à la bonne période, on va faire 1000 km dans la journée, on va bien tomber sur quelque chose d'intéressant. On ramènera toujours quelque chose, mais ça coûte cher, 2, c'est épuisant, et puis bon, ça alimente aussi un système, c'est-à-dire qu'on fait des gros déplacements, ça coûte beaucoup d'argent, et au bout du compte, on se rend compte qu'on ramène des choses intéressantes, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Parce que nous, c'est notre œil de scientifique. On serait des traqueurs d'orage pour faire la photo artistique avec la super on voit un peu partout. On le ferait. Mais c'est pas forcément ça qui nous intéresse. Voilà. Souvent, j'ai des collègues qui me disent, oh ouais, vous faites des trucs, c'est pas super beau. Mais on cherche pas à faire du beau. On cherche à savoir ce qu'il y a. Vous voyez, c'est pas la même chose. Donc, on s'est dit, en France, ce qu'on va faire, d'autant plus d'ailleurs qu'avec, alors on n'impute pas forcément à ça, mais c'est vrai qu'avec les dérèglements climatiques, on a tendance à avoir des phénomènes qu'on avait moins avant en France, donc ça nous évite certains déplacements parfois. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'en France, on a délimité certaines zones, ce sont des spots, comme on les appelle, qu'on connaît à fond, et quand on a un risque orageux sur cette zone, on s'y place, alors c'est dispatché sur plusieurs départements, bon je ne vais pas les énumérer, mais on a 6 départements en France sur lesquels on travaille, qui ne sont pas forcément limitrophes, ça peut être à l'autre bout de la France. Quand on a un risque orageux digne de ce nom sur le secteur, on s'y rend, on peut y rester 12 heures, on peut y rester 24 heures, voire plus, d'accord? Statistiquement, numériquement, on va faire moins d'orages dans l'année. D'accord? Mais on va en fait ramener beaucoup plus de renseignements qu'avant, parce que ce sont des zones qu'on connaît bien, on est prépositionné à l'avance, et on connaît bien le terrain sur place. On sait comment ça va plus ou moins se comporter, sauf surprise. Donc, on s'est aperçu qu'en pratiquant cette méthode, ce qui pourrait provoquer des hurlements de la part de certains traqueurs d'orage, ou chasseurs d'orage, si vous préférez, mais
Ils vont vous dire, moi, dans l'année, j'ai fait 40 orages, d'accord? Ben, nous, on va dire, voilà, on en a fait 20. On en a fait la moitié, mais on a ramené X data exploitables, que ce soit des données météo, des données mesures électro, voilà. Donc, on a pris ce postulat depuis 4 ans maintenant, et ça fonctionne plutôt très, très bien. Alors, Raymond, je vais vous poser cette question, parce que c'est vrai qu'on parle de la foudre depuis tout à l'heure, mais au final, qu'est-ce que la foudre? Alors, la foudre, par définition, c'est une colossale décharge d'électricité atmosphérique. Tout simplement. Voilà. Mais cette décharge d'électricité atmosphérique, elle va générer aussi bien d'autres choses. Ce serait d'ailleurs très réducteur de limiter la foudre à la pure, alors banale peut-être pas, mais de la pure et simple électricité. La foudre, elle va générer déjà de puissants champs électromagnétiques. Et la foudre, elle va être aussi le siège, et ça c'est une partie qui est absolument passionnante. J'allais dire, j'emploie le mot, elle est enivrante. Ce phénomène va provoquer des réactions qui sont d'ordre nucléaire. Elle va provoquer des rayonnements, enfin des réactions thermonucléaires, pardon. Il faut savoir que la partie la plus froide d'un point de vue physique, c'est 3-4 000 degrés. Ça, c'est la partie arc électrique, mais on a quand même des parties dans l'éclair où on peut atteindre des températures qui sont colossales. Ce sont des températures qui gravitent autour, pour les plus élevés, de 50 000 degrés. Je vous rappelle que c'est à peu près 6 fois la température de surface du Soleil. D'accord ? Alors, là-dedans, on a de puissants champs électromagnétiques qui vont avoir tendance à enfermer un peu tout ça. Heureusement, la nature est très bien faite. Voilà. Alors, parfois, ces champs électromagnétiques ne se ferment pas bien, pour des raisons qu'on ignore totalement. Il faut avoir cette humilité. Hein, moi, je le dis toujours comme ça. C'est peut-être un petit peu exagéré, mais fondamentalement, c'est pas complètement faux. On connaît beaucoup mieux le processus de vie et de mort, donc les étapes de toute la vie d'une étoile dans notre galaxie, qu'au final, le processus et le mécanisme complet de la foudre. Effectivement. Il faut vraiment sortir des certitudes. Voilà, on a, par exemple, dans les grandes idées reçues, on vous dit toujours dans une voiture, on est totalement à l'abri. D'accord ? Alors, une voiture, on va remettre les choses à leur place. Une voiture est un bon abri. C'est pas pareil. L'être humain, vous savez, depuis qu'il est sorti des cavernes, il veut se protéger, il veut s'assurer et se rassurer contre tout. Et ça, c'est pas possible. D'ailleurs, la vie ne serait pas aussi magique si on n'avait pas un minimum de risque. Je veux dire, c'est très empirique, mais si on était sûr de se coucher le soir, alors que le lit est le plus dangereux, hein, d'accord ? Bah, il faut un petit peu de saveur dans la vie, il faut un petit peu, voilà, faut pas prendre des risques, mais la vie par nature est un risque, de toute façon. Donc, une voiture est un bon abri dans le cas où toutes les conditions optimales se passent bien. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. On a régulièrement des cas de foudroiement de véhicules, ça peut bien se passer, et je dois vous avouer que la plupart du temps, vous voyez, celle-ci, par exemple, elle a été touchée plutôt indirectement. Donc, on va dire que la partie supérieure du véhicule, ça peut vous sembler étrange ce que je vais dire, mais a plutôt bien encaissé le coup, même s'il est dans un dégât, dans un sale état avec beaucoup de dégâts. Mais il y a une partie du châssis qui a fondu et qui est montée à de très très hautes températures parce que la disparité du flux thermique ne s'est pas dégagée de la même manière partout. D'accord ? On peut avoir la plupart des véhicules, pardon, vous disais-je, en fait, ne sont pas touchés directement. Ça frappe à proximité du véhicule. Après, il y a un petit traceur qui amorce, qui vient peut-être chatouiller un peu la voiture, qui va fondre l'antenne ou provoquer des dégâts. Sans compter que le flash électromagnétique dans les voitures actuelles qui sont percus électroniques, il trouve vraiment son compte. Un véhicule touché directement, nous, pour investigation, on en a, l'année dernière, on en a eu 2. Oui, qui n'étaient pas en plus pas sévèrement endommagés. Celui-ci, ça remonte un petit peu plus. Donc, en cas d'orage, on peut se réfugier dans notre voiture. Oui, pas une décapotable, par contre. Ouais. Mais voilà, mais une voiture, oui, reste un bon abri. Et puis, à condition de faire attention. Voilà, vous faites attention. Puis ça devrait très bien se passer. On parlait des arbres tout à l'heure. Alors, l'arbre un arbre est un point dangereux. Pourquoi ? Parce que là aussi, une idée reçue, on dit toujours la foudre frappe les points les plus élevés. C'est vrai. C'est vrai. On le constate statistiquement. La foudre, elle affectionne particulièrement les points élevés. Mais pas que. La foudre, elle peut très bien frapper l'arbre. D'accord ? Ou frapper à 10 ou 15 mètres de l'arbre. Tout à l'heure, le gros coup de foudre que vous avez montré en photo, qui est une des photos issues des archives du laboratoire, ce coup de foudre unique qui a frappé durant un orage, eh bien, pour la petite histoire, il a frappé pratiquement
pratiquement à équidistance de 15 mètres entre deux arbres. Vous voyez? Donc, ce coup de foudre-là, il a frappé à équidistance quasiment entre deux arbres. Donc, vous voyez, on pourrait se dire, là, il y avait quelqu'un, il se dit, moi, je suis prudent, je ne vais pas aller me mettre sous un arbre. Et puis, s'il était resté au milieu du champ, c'est là qu'il aurait eu un souci. Donc, ce que je veux dire, c'est que la foudre, elle affectionne particulièrement les points élevés, mais il n'y a pas de règle, en fait. Elle peut frapper le sommet du bâtiment, par exemple, et frapper simultanément la base. Vous parliez des orages de tout à l'heure, d'accord? Des orages qui ont eu lieu ces derniers jours. Vous en parliez tout à l'heure. On a été sur le terrain. Par exemple, sur les massifs volcaniques du Cantal, les monts du Cantal, on a eu à plusieurs reprises de très puissants coups de foudre qui étaient en marge de l'orage principal, qui ont frappé le secteur du Puy-Marie. Pas une seule fois, sur 5 coups de foudre, ça a frappé le sommet. Ça n'a frappé que les flancs. Il n'y a pas de règle. Et peut-être que l'orage suivant, ça va frapper directement le sommet. Il y a déjà eu des victimes là-haut, au sommet. Alors justement, c'était ma question et c'était un petit peu la continuité peut-être de la question de Camille, c'est est-ce qu'on a un nombre d'accidents et une mortalité importante liée à la foudre tous les ans ou ça reste quand même assez limité? Déjà, elle va être variable parce qu'elle va dépendre du niveau d'activité. Ouais, effectivement. Une année où il y a peu d'orage, on va dire qu'en rapport, après, ceci dit, ça peut se rattraper. Hein. Il suffit d'un seul impact, avec une colonne de randonneurs, vous pouvez faire plusieurs personnes. Ouais, exactement, ouais. Il y a quelques jours dans le Cantal, il y a eu des personnes qui ont été fulgurées. Alors, je rappelle, là aussi, c'est important. C'est important. Et vous allez pouvoir m'aider à faire passer le message parce qu'une personne tuée par la foudre, qui décède du fait de la foudre, elle est foudroyée. Une personne qui est blessée, quel que soit son état, elle est fulgurée. D'accord. Et oui. Donc, si vous lisez dans le journal 2 foudroyés, heureusement, ils sont sortis de l'hôpital, c'est pas possible. C'est des fulgurés. Voilà. Vous savez, c'est la même notion qu'il y a entre électrocuté et électrisé. Raymond, je crois que c'est un terme qui est utilisé dans le dessin animé Ratatouille, d'ailleurs, fulguré, non? C'est possible. Je crois. C'est possible. Je l'ai vu avec les enfants, mais je m'en souviens plus très. Enfin, je me souviens du concept du film, de l'histoire. Je crois qu'à un moment, il a un élément qui est touché par la foudre et il dit qu'il est fulguré, justement. Comme quoi, c'était. C'est parce que c'est un dessin animé fulgurant. C'était le bon terme. Voilà, donc c'est une notion très importante. Alors, les foudroyés, donc on collabore avec certains corps de métier, y compris dans le médical, pour travailler là-dessus, parce que la foudre, elle provoque des choses fascinantes là-dessus, dans ce domaine-là, du moins. On appelle ça d'ailleurs les kéronos. Vous entendez la racine grecque, kéronos, c'est les kéronopathologies. Les kéronopathologies, c'est tout ce qui va être issu des conséquences d'une fulguration. Voilà, et elles sont nombreuses et variées. Mais au niveau des foudroyés, on connaît le chiffre, d'accord? Parce que là, il y a un enregistrement par décès, d'accord? Variable, c'est très variable. Ça peut aller de 8-10 personnes jusqu'à des années où on va dépasser la vingtaine. Oui, donc ça reste quand même… Pour la France métropolitaine. Oui. Dans le monde, c'est un peu plus de 5000 personnes. Et quand même. Vous voyez, le mois dernier, le mois de juillet, en Inde, il y avait des périodes de mousson un petit peu. Et là, il y a eu une activité orageuse plus forte que d'habitude. Ils ont fait, dans le mois de juillet, si les données sont bonnes, bien évidemment, qu'on a reçues, ils ont fait plus de 400 personnes. Il y a 400 foudroyés pour le mois de juillet. Alors, c'est à l'aune aussi j'allais dire, du nombre d'habitants dans le pays, bien évidemment. Et puis là-bas, il y a quand même moins de mécanisation. Il y en a, mais il y a beaucoup moins de mécanisation chez nous dans les travaux agricoles. Il y a beaucoup plus de monde qui est présent dans les champs, si vous voulez. D'accord? Donc, ça explique aussi ça. Voilà. Mais du coup, ça veut dire qu'en fait, on ne sait pas le chiffre exact des gens frappés par la foudre. Même en France, j'allais y venir au niveau des fulgurés. Penchons-nous quelques instants là-dessus. Au niveau des fulgurés, qui va être déclaré fulguré? C'est quoi un fulguré? Eh bien, c'est une personne qui aura subi quelque chose par rapport à la foudre. C'est quoi? Ça peut être une très forte peur. Moi, j'ai eu le cas de deux personnes qui ont eu un foudroiement à quelques mètres d'eux. Ils n'ont rien eu d'un point de vue physique, mais ils ont eu tellement peur qu'une des deux a développé une forme de jaunisse. On appelle ça un choc nerveux. Oui. Et puis, on a des personnes qui vont être secouées. Ça peut être peut-être juste par la partie électrique. Ouais, donc, ils vont sentir une sensation de fourmillement ou carrément être jeté au sol avec une inconscience. Mais on peut avoir d'autres effets. On peut avoir des atteintes typiques de rayonnement électromagnétique ou d'autres choses. Donc, c'est la catégorie du fulguré, elle est très vaste. Elle est très, très vaste.
Mais qui va être déclaré fulguré? Eh bien, la personne qui sera allée se manifester auprès des services de secours, d'urgence ou médicaux. Et là, on va avoir une énorme disparité selon les lieux. Je m'explique. Je vais faire un mauvais schéma, hein. Je ne vais pas me faire des amis, mais la personne qui est 100% citadine, où l'aventure commence en apercevant une libellule, il va se piquer avec une épine de rose, il appelle le SAMU, lui, il sent un petit fourmillement, il est aux urgences directes, il appelle l'hélicoptère. En revanche, mais vous prenez un territoire comme ici, comme le Cantal, ou des territoires relativement ruraux, où on a des gens ici, c'est des forces de la nature, c'est des types qui se lèvent à 4 heures du matin, qui sont couchés à 21, qui font la traite des vaches, hein, et pas forcément ce qu'on appelle les 1000 vaches, hein, je veux dire, avec 1000 animaux tout mécanisés. Il y a des gens encore qui pratiquent ici. Il y a des estives ici, ils pratiquent encore à la main, d'accord? Donc vous prenez quelqu'un comme ça, bien d'ici, et j'en connais, le type, il vous raconte 1 an plus tard, oui, l'année dernière, j'étais dans le Buron, c'est le nom local de ces maisons de pierre, là, où on passe l'été avec les animaux, qui vous dit, il y avait un gros orage, mais c'était l'heure de la traite, hein. Donc j'étais à la traite, j'ai vu la grosse boule de feu qui est rentrée, ça m'a flanqué par terre, j'ai dû rester 10 minutes inconscient, bon, je me suis relevé, puis j'ai continué. Lui, il n'est pas allé se plaindre. Ouais. C'est un petit peu comme les marins-pêcheurs, c'est des gens qui sont durs au mal, hein. Le type, il se traverse le bras avec une barre de fer ou avec un gros hameçon, il l'enlève, il se fait un bandage et puis il continue le chalut. Il ne va pas aller se plaindre pour ça. Voilà. C'est des différences de notions. Donc ces gens-là, on les a pas. On les a pas, ils sont jamais allés se manifester. Sans statistique, ouais. Donc le vrai chiffre, on ne connaît pas. Pour 2019, en France, on a pu répertorier 278 fulgurés. Et voilà. Et encore aujourd'hui, vous voyez, j'ai reçu un mail là d'un monsieur qui me parle, qui est agriculteur en Corrèze, et qui me parle de sa fulguration en 2011. Oui, d'accord. Ouais, donc il y a bientôt 10 ans, quoi. Voilà. Ben, oui, et il nous explique, ah oui, j'ai vu une émission à la télé, je vous contacte, je vous raconte ce qui s'est passé. C'est extrêmement intéressant ce qu'il nous dit. Et là, il nous apprend qu'il a été brûlé sur le bout des doigts, que l'interrupteur avait fondu, qu'il était dans la stabulation où il faisait la traite, et qu'il a réparé l'interrupteur pour avoir la lumière et qu'il a continué la traite. Et puis voilà. C'est pareil, j'ai une amie, sa maman a été donc fulgurée 3 fois dans sa vie. Hein. Je sais qu'elle a été aux urgences la première fois, mais peut-être pas les 2 autres. Elle le cherche. Voilà. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. Et les lésions les plus fréquentes, j'imagine, c'est quoi? Arrêt cardiaque, brûlure Au niveau de la fulguration, ça va être l'arrêt cardio-ventilatoire. On va avoir aussi des brûlures. Après, on a des blessures qui peuvent être beaucoup plus subtiles et dont la plupart des gens ne s'imaginent pas. Des fractures. Ah, des fractures. La partie électrique de la foudre va passer. Et vous savez, il y a le signal sinusoïdal du courant, hein, d'accord. Et parfois, quand il y a des arcs en retour, vous allez avoir, par exemple, sur les clôtures. Je vais en revenir au fulguré, hein, mais sur les clôtures, vous allez avoir une clôture, un piquet sur 2 qui est explosé, ou une vache sur 2 qui est tuée. D'accord? Et vous allez avoir le passage comme ça dans la jambe de quelqu'un, ce qui fait que vous allez avoir, par exemple, une fracture de la jambe, mais pas jolie à voir. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la jambe qui va être fragmentée en 6-7 morceaux. Ouais. Donc, elle peut générer des fractures extrêmement importantes. C'est pas souvent le cas. Vous pouvez avoir aussi des évaporations de fluides corporels qui fait que le muscle va carrément exploser aussi. Ça peut arriver. Mais on a tout un tas de variantes. Hein. On a même eu des cas qui sont plutôt rares. Et alors, c'est fascinant parce que vous récupérez parfois des archives. Vous savez, la science dite moderne, d'ailleurs c'est un mot qui m'horripile souvent et qui ne veut rien dire, la science dite moderne considère que tout ce qui a 5 ans de moins qu'elle fait, c'est déjà dépassé. Non seulement c'est dépassé, et puis alors si ça a 50 ans, c'était des foutaises, ils ne savaient pas ce qu'ils racontaient. Voilà. Souvent c'est ça, je fais un mauvais schéma parce que c'est pas une règle, mais c'est souvent ça. Quand vous exhumez les rapports de l'Académie de médecine française, d'accord ? L'Académie française de médecine. Des rapports entre 1850 et 1920, mais c'est une mine d'informations. Vous trouvez des centaines de rapports faits par les médecins, de gens qui ont été foudroyés, fulgurés, avec de magnifiques dessins, parfois des photographies, mais des rapports qui sont des mines d'or.
Et quand vous compulsez tout ça, vous voyez que les choses continuent, mais elles semblent avoir disparu. Elles n'ont pas disparu. C'est qu'elles ne sont plus observées. Oui, tout simplement, comme souvent. Écoutez, j'ai parlé il y a 2 mois et demi avec un collègue qui est alors lui, c'est un spécialiste des fluides, et il était surpris parce qu'il me dit, je comprends pas ce que tu fais. C'est quoi ces boules de feu? Lui, d'un point de vue même de culture générale, il n'avait jamais entendu parler de la foudre en boule. Alors justement, on va y venir, effectivement. On va y venir justement. Vous allez voir alors bien sûr, vous allez voir le moindre agriculteur ici, il ne sait pas vraiment ce que c'est forcément, mais pour lui, c'est pas familier non plus, mais il y a ou un héritage familial qui fait que c'est arrivé déjà dans la maison, ou lui-même il a déjà été confronté. Bon, par contre, il connaît peut-être pas grand-chose sur les fluides. Vous voyez ce que je veux dire, contrairement à mon collègue. Mais si vous voulez, on est arrivé aussi à un point de la science où elle est tellement hyper spécialisée que ce cloisonnement qui en découle est totalement délétère. Ouais, on en parlait avec Pierre Lagrange dans une émission précédente, est effectivement, voilà, le think outside the box est parfois salvateur en science aussi, mais c'est un petit peu ce que vous annonciez aussi avec la diversité des chercheurs que vous pouvez avoir, amateurs, professionnels, c'est un petit peu ça. Alors justement, nous, ce qui va nous intéresser aussi, c'est que vous nous parliez de ce qu'on appelle cette fameuse foudre en boule, dont on entend parler quand même de temps en temps en ufologie, et qui, à votre sens, est parfois peut-être un peu utilisée à toutes les sauces. Oui, alors je peux en parler beaucoup de la foudre en boule, mais je ne pourrais toujours pas vous dire ce que c'est. Pourquoi? Parce que il faut avoir cette humilité. Il faut avoir l'humilité de dire que c'est comme une ancienne publicité pour une boisson dont on taira le nom. Ça y ressemble beaucoup, mais ça n'en est pas. Voilà, donc ça ressemble beaucoup à un plasma. Ça a l'apparence visuelle du plasma, mais on n'est pas forcément sûr que ça en est. En tout cas, c'est aussi d'ailleurs une des parties pour lesquelles le laboratoire de recherche sur la foudre travaille sur le terrain. On a d'ailleurs des stations automatisées, alors dans la région Auvergne, mais on en a ailleurs, qui filment ce qu'on appelle des endroits en permanence, et c'est du bimode, c'est du visuel et du spectro, et ces stations vont travailler sur des endroits où on a de rapporter beaucoup de phénomènes visuels liés à la foudre en boule. D'accord. D'ailleurs, là, vous en avez une image à l'écran. Alors ça, on est très fiers de ce travail, parce que ce travail, c'est presque 15 ans de travail. C'est la première catégorisation visuelle et observationnelle de la foudre en boule. C'est quoi? C'est le trombinoscope des multiples cas de foudre en boule qui apparaissent le plus fréquemment en termes de couleurs. Et donc, ça nous a permis de diviser la foudre en boule en 3 catégories. La première, elle reprend le terme générique, la foudre en boule. La deuxième catégorie, c'est la foudre globulaire. Et la troisième, c'est le PLOT, le plot, le phénomène lumineux orageux transitoire. C'est quoi? C'est une variabilité, une variante de la foudre en boule qui généralement n'atteint pas le sol. Là, ça peut vous intéresser peut-être. C'est ce qui est visible au niveau atmosphérique, à altitude basse et moyenne, beaucoup plus rarement à haute altitude, qui peut avoir une durée de vie variable, y compris dans de rares cas par beau temps. Parce que là, ce sont les champs électriques élevés qui vont l'enclencher. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre foudre en boule et foudre globulaire? Ça va être des notions de taille, de durée de vie et de colorimétrie. La foudre en boule, c'est pas limité à une petite sphère qui fait 10 cm ou de la taille d'une orange et qui passe très fugacement comme ça. Des cas de foudre globulaire, on peut en avoir qui font plusieurs mètres de diamètre. Et les durées de vie les plus importantes enregistrées, d'ailleurs, les Français, on est pratiquement détenteurs du record en la matière, donc bravo pour nous. C'était dans le Morvan, où la durée de vie a été pratiquement 50 minutes. Wow. 50 minutes, voilà. 50 minutes. Ah oui, 50 minutes. Donc les témoins, lors d'un violent orage, arrivent dans un virage en épingle. Là, il y a un très violent coup de foudre. Alors pour les gens qui ne sont pas habitués, ils disent toujours violent coup de foudre. En tout cas, il devait être quand même assez puissant parce que les dégâts sur l'arbre qui a été frappé étaient quand même importants. Et là, il voit une sphère qui apparaît et qui se positionne au milieu de la route. Une sphère qui faisait à peu près la taille d'un veau. D'accord, blanc bleuté. Donc, ça, comment vous dire? Là, on ne contourne pas sur une petite route. Donc, ils ont fait stop, vous voyez, on stoppe, frein à main tout de suite.
Et puis vite, ils ont paniqué un petit peu, ils sont repartis, ils sont allés chercher du monde, et quand les autres témoins sont arrivés, un peu plus de 3/4 d'heure plus tard, elle était toujours là. Ah, Elle était toujours là, sauf que, elle était infiniment plus pâle, donc très peu lumineuse, et elle faisait la taille à peu près d'un tout petit, d'un melon, on va dire. Voilà, elle était toujours au milieu. Donc, il y avait eu une décroissance en termes de lumière. Ça, c'est un cas exceptionnel, d'accord? Mais si on se penche à celui-là, si on se penche sur celui-ci, on en a d'autres. On a des cas où on a traité un cas qui a eu lieu en 2012, par exemple, où là, on a pratiquement une dizaine de témoins avec une durée de vie de plusieurs dizaines de minutes qui sont des militaires, voilà, et qui en plus ont pu témoigner, ont pu nous appeler. On a pu aller sur le terrain où on a récolté des éléments factuels quelques heures après, parce que parfois il y a des traces physiques qui sont laissées au sol. Et voilà, c'est très intéressant. Donc on a fait ce trombinoscope. Alors c'est intéressant. C'est notre travail, alors je vends un peu la chose. C'est intéressant, mais attention, ça peut aussi desservir. Vous voyez, il faut avoir ce retour aussi, parce que d'une part, il ne cloisonne pas. Peut-être qu'on va le faire évoluer dans le temps. Hein? Là, on a eu, je le cache pas, récemment un cas parfaitement certifié, authentifié. Et puis, vous savez, nous, on passe notre temps sous les orages, hein, au cœur de l'orage. Il nous arrive de temps en temps de l'avoir. C'est rare. Mais, vous voyez, moi, en plus de 2 décennies de métier, je l'ai vu 7-8 fois seulement. Ouais, c'est vraiment tomber dessus. Et puis, il faut qu'elle veuille se montrer. D'accord? Donc, à chaque fois, on se dit, bon, sur ce tableau, on voit bien ce que ça peut être. Mais quelle évolution elle a, en fait? Pardon, j'ai pas compris. Le mode d'évolution, peut-être que l'on voit les statiques. Alors, c'est très variable. Par exemple, on va prendre la partie 1, la foudre en boule. La foudre en boule, elle va apparaître, elle va faire jusqu'à une quinzaine de centimètres, elle va évoluer, durée de vie quelques secondes. Nous, on l'a quand même temporisé à 30 secondes. C'est beaucoup, 30 secondes. Hein. C'est beaucoup. Vous avez chez vous une sphère lumineuse dans la pièce qui vous tient compagnie 30 secondes, je peux vous dire que les secondes comptent quadruple. Elles sont longues, hein. C'est Einstein qui disait la relativité du temps commence par ces 2 expériences. Posez la main sur un poil rouge, vous trouverez le temps extrêmement long. Passer quelques heures à côté d'une jolie fille, ce sera très très court. Et ben là, c'est un petit peu pareil. Vous voyez, la relativité du temps, il y a des expériences scientifiques très simples pour la prouver. Hein, mais voilà, c'est ça, si vous voulez. Donc, on a déjà pris ce postulat. On va dire que la majorité des cas rentrent dans cette première catégorie. La foudre globulaire, c'est quand même quand quelque chose va se manifester avec une dimension plus importante et surtout qui ne va pas forcément être lié à un impact foudre immédiat. Je m'entends. Souvent, la foudre en boule, la première catégorie, la foudre frappe, les gens se disent « Ah, j'étais là, dans la pièce, il y a eu un fracas incroyable. » Alors, certains ne voient pas l'éclair, ils ne comprennent pas, mais c'est normal. Parce que quand le tube de l'éclair est très très proche, voire sur la maison, généralement, le cône de lumière se fait vers l'extérieur. Donc, et les gens ne perçoivent pas la lumière et parfois ne perçoivent même pas le bruit puisque le cône de l'onde sonore part vers l'extérieur. C'est perturbant. Vous avez des gens qui ont été fulgurés, qui se disent « Je ne comprends pas, il ne pleuvait pas, c'était tout gris. » Et alors eux, ils n'ont pas eu de chance, ils ont eu droit au premier coup, au premier amorçage, et ils se disent, il n'y a pas eu de bruit. C'est très perturbant d'un point de vue psychologique. Alors après, quand on leur explique, effectivement, ils comprennent. Mais j'en reviens au cas de foudre globulaire. Donc la personne, elle va se dire, je suis là, j'ai vu un grand éclair, là, les vitres sont même tombées, hein, avec l'onde de choc provoquée par la foudre, et là, j'ai vu une sphère lumineuse qui est apparue. On raccroche le phénomène à un événement, d'accord? Un événement explosif, il y a eu du bruit, il y a eu de la lumière. Il arrive dans des cas de foudre en boule que la sphère se manifeste avant l'impact. Ça, c'est très compliqué. Et on ne comprend pas comment ça fonctionne. Déjà qu'on ne comprend pas quand ça fonctionne normalement, alors là, je ne vous dis pas. C'est-à-dire que, par exemple, je vais vous citer un cas très intéressant qui a été vu par un nombre, une bonne dizaine d'écoliers, plus tout un tas de commerçants qui ont été alertés par les cris des enfants. Après-midi bien plombé, c'était dans le Cantal d'ailleurs, hein. Après-midi bien plombé, donc une atmosphère quand même pas orageuse déclarée, mais on sent que l'atmosphère est orageuse. Il y avait des grondements de tonnerre dans le lointain, mais relativement loin, à au moins une quinzaine de kilomètres. Et là, qu'est-ce qu'ils voient les enfants? Ils voient, mais à la vitesse d'une fusée de détresse, une bille d'un blanc éclatant, on aurait dit une étoile qui descendait, s'entraîner, qui descend
et qui tombe sur la pointe du clocher, qui ruisselle comme une goutte d'eau et qui commence à faire des bonds sur le clocher. Donc les enfants commencent à crier. Alors certains fascinés, d'autres apeurés. Il y a 2-3 personnes qui sortent, qui étaient là, des adultes qui voient ça, et ils la voient tomber, et elle tombe carrément de la gouttière du clocher, mais comme si elle tombe, comme une goutte d'eau. Et elle tombe dans la rue, elle fait des rebonds, et puis elle part. Elle disparaît derrière le coin de l'église. Vraiment comme un Et à objet, ce moment-là, un objet physique. ce qu'on appellerait, on appelait à une autre époque, quand on faisait des rapports scientifiques, un météore lumineux. Un météore, c'est quoi hein? Quand on dit un météore, c'est quoi? C'est un objet non propulsé artificiellement, un objet qui soit solide, liquide, gazeux ou même lumineux, qui traverse l'atmosphère. Hein? Vous tombez d'une échelle, momentanément, vous êtes un météore. C'est quand même plus classe de le dire comme ça que de dire j'ai pris une chute. Vous voyez? Bon, c'est ça. La science peut vous aider dans bien des domaines. C'est quand même plus classe. J'ai fait les météores pendant quelques années. Ouais, je me suis cassé la figure, non, j'ai fait le météore. Ouais, c'est vrai que je préfère. Ouais, j'ai fait le météore. Bon, je me suis cassé l'épaule, mais j'ai fait le météore quand même. Bref. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ce phénomène lumineux a disparu. Donc, là, on a une vingtaine de témoins. Alors, des esprits chagrins vont vous dire, ouais, mais il y avait 10 enfants, ils comptent pas. Vous voyez? Mais non, parce que des phénomènes comme ça, on en a des tas. C'est pas 1, 2, 3 isolés, c'est des centaines dans les archives. Et même nous, on en collecte. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer, nous, les témoignages qu'on collecte, de gens qui viennent soit spontanément, et je peux vous dire que les gens qui racontent des balivernes, c'est infinitésimal. Infinitésimal. Mais des cas de foudre en boule comme ça qui descendent avant l'impact, et pour revenir à notre clocher, donc la sphère a disparu, et 1 à 2 secondes après, on a fait une moyenne parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la même notion du temps, surtout avec l'émotionnel. Ils vont vous dire, c'était tout de suite, l'autre il va vous dire, ah non, ça, au moins 1 minute. On prend à peu près la tranche. Qu'est-ce qui s'est passé? Violent éclair très lumineux, très blanc argenté qui frappe le clocher, où il n'y a eu aucun dégât puisque ça a frappé le paratonnerre du clocher, et ça s'est produit après. Donc ça, c'est des cas de foudre en boule. Et là, on va le classer de facto dans la catégorie foudre globulaire. C'est pas... Alors, on dit toujours, est-ce que c'est rare? Je réponds toujours non, c'est un peu malvenu. Nous, c'est notre travail. Donc, si vous le voyez, vous le verrez peut-être une fois dans votre vie, un cas comme ça, d'accord? Nous, des cas, on en a beaucoup. Des cas de foudre en boule pré-impact, on les appelle comme ça, hein, il y a les post-impact, qui sont l'écrasante majorité, mais des pré-impact, c'est 4 à 5%. On pourrait se dire, c'est petit, mais c'est énorme. Ouais, c'est énorme, vous voyez. Donc, imaginez quelqu'un qui... Déjà, il faut faire le rapport. Alors là, le rapport avec la foudre en boule était flagrant, d'accord? Je peux vous citer un autre cas. J'en ai parlé l'autre jour. J'avais fait un Facebook Live d'ailleurs. Et c'était des gens qui travaillaient dans le milieu aérien, contrôleurs aériens. Atmosphère orageuse, c'était dans les Alpes de Haute-Provence. Et là, alors il y avait de l'orage. Il n'y avait pas d'éclairs visibles, mais il y avait des roulements de tonnerre continus. Et il faut bien savoir que dans les Alpes du Sud, on peut avoir des orages costauds, hein, d'accord? Et là, qu'est-ce qu'ils voient? La couche nuageuse était un petit peu basse. Il voit quelque chose qui descend, mais assez important, une sphère assez importante qu'il a estimée à peut-être 2 mètres de diamètre. C'est gros, hein, 2 mètres. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Déformation professionnelle, il se dit, c'est un avion qui se casse la figure. Il a pensé à ça tout de suite. Un débris d'avion à la rigueur, hein, qui descend, qui arrive au-dessus des colonnes d'arbres et qui ensuite fait de multiples rebonds et elle parcourt comme ça quelques centaines de mètres pour finir en explosant avec un grand nuage de vapeur dans le cours d'eau qui passe là, qui n'est pas une rivière, hein, c'est un cours d'eau. Voilà. Donc la première réaction de ce type-là, ils étaient 3 en tout. Hein. Ils étaient 3. La première réaction, 3, oui, 3, pardon. Je fais de mémoire. Hein. Donc la première réaction de ce type-là, c'est de dire, il n'a jamais fait le rapprochement. Enfin, il s'est dit, c'est peut-être la foudre, mais pour lui, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là qui semblait rebondir sur le sommet des arbres? Il faut savoir que les arbres, par exemple, nous, on les voit comme des végétaux comme ça. Moi, j'ai un camarade suisse qui travaille sur les champs électriques émis par les arbres. Et quand vous avez de l'orage ou des jours de grand vent, vous avez des espèces de tempêtes électriques qui se produisent au-dessus des arbres. Donc, c'est des flux continus qui peuvent éventuellement faire des espèces de vagues qui vont provoquer des rebonds de ce type de phénomène. Là, j'empirise un peu, on ne l'a pas mesuré, on ne peut pas le prouver, d'accord. Mais voilà. Donc, si vous voulez, ce type-là, il est un petit peu quand même dans un domaine sensible, il est dans le domaine aérien. Donc, la preuve, il a pensé à un débris aérien. Donc, il s'est dit, est-ce que c'est pas un feu Saint-Elme? Vous voyez, il a essayé de le raccrocher à quelque chose de son corpus qui sort de son travail, de son éducation et de sa culture. Mais vous prenez quelqu'un qui n'était pas versé là-dedans. Mais qu'est-ce qu'il va imaginer?
Et voilà, on en arrive voilà, quelqu'un qui s'intéresse aux ovnis, un petit peu intéressé par ça, va automatiquement rattacher ça à un crash de soucoupe. En tout cas, alors déjà en plus, lui, il avait quand même un petit peu l'habitude de faire des mesures de distance. Et puis il a eu un repère visuel dans relief, mais vous l'auriez vu de nuit. Ouais, Ouais, bien malin. Alors, voilà, donc moi je dois dire que, alors attention, pour autant qu'il n'y ait pas de méprise. La foudre, et surtout la foudre en boule, n'est pas un fourre-tout pour expliquer tout, ce serait trop facile. Vous savez qu'il y a des gens qui ont tendance à dire « Ah ben, j'ai trouvé un truc », tout le monde a la rage, d'accord? Parce que la rage existe. Hein, voilà. Ce que je veux dire, c'est que les différents aspects de foudre en boule, et vous pouvez faire des tests, hein, faites des tests aux gens que vous connaissez, la plupart vont vous dire la foudre en boule c'est quoi? Oh ben, est-ce que tu es sûr que ça existe? Ou alors, pire, est-ce que tu y crois? En silence, on ne croit pas. L'argument, il n'y a pas d'argument. On le démontre ou pas. D'accord? Donc, niveau foudre en boule, ils vont vous dire c'est quoi? Bah, c'est une petite sphère qui passe comme ça. Oui, j'ai entendu l'histoire de ma grand-mère, ceci, cela, comme si la foudre en boule. La foudre en boule en France, c'est quoi? C'est que des histoires de grand-mère. Alors, Raymond, par contre, moi j'ai une image qui me vient en tête quand je parle de foudre en boule, et c'est une image que je pense que le grand public a en tête, c'est la couverture d'un album d'Hergé, Les 7 boules de cristal, où on a le professeur Tournesol qui se fait… Mais Hergé était quelqu'un qui se documentait énormément. Et Hergé, c'était parfaitement documenté. Quand on voit le professeur Tournesol avec cette sphère qui est… Allez, je ne vais pas dire qu'elle est dans le trombinoscope, mais au niveau colorimétrie et certaines choses, il y a des ressemblances quand même. Donc, il s'est quand même basé sur des témoignages. Hein. Bon, elle n'est pas aussi… elle passerait moins bien dans une BD, d'accord? On n'aurait pas cette prétention. Néanmoins, quand on voit le professeur Tournesol qui est pris, qui est déposé sur la table, c'est une BD. Mais il faut savoir, on a dans certains cas de foudre en boule, mais plutôt des coups de foudre, on a parfois des transports d'objets. Ah bah tu l'avais, bah voilà, parfait. Parce qu'elle m'est venue, en tête pendant l'émission, vous voyez, donc voilà, ça pourrait être de la foudre en boule, donc. Oui, en plus avec les petites sphérules rouges, là, ça donne un effet de se perdre un petit peu dans l'éther. Donc, si vous voulez, on a parfois des transports d'objets. On a des objets lourds qui peuvent être déplacés de quelques dizaines de centimètres, parfois d'1 ou 2 mètres. On en a des cas comme ça. D'accord? Donc, c'est pas faux du tout. Et quand on voit cette foudre en boule qui va percuter la vitrine où se trouve la momie Raskar Kapak, je ne l'ai pas lu juste avant, c'est parce que je les ai tellement lus et puis je les ai encore dans la bibliothèque. Vous voyez, je ne m'en cache pas. On va me dire, oh là là, un scientifique, il n'est pas sérieux, il est bah, tant pis. Non, mais c'est bien. C'est comme ça. Mais c'est comme ça. Et on voit donc, la momie qui a disparu, c'est pour l'histoire, mais on voit surtout cette foudre en boule qui disparaît, d'accord, comme ça. C'est comme ça la plupart du temps. Donc, on va dire que la représentation de la foudre en boule par Hergé dans l'album Les 7 boules de cristal, pour moi, est finalement d'une grande fidélité. Et c'est quand même fou, parce que les albums de Tintin, c'est quoi, les années 50-60 en gros? Ouais. Mais attention, hein, Hergé, il aimait bien la foudre en boule. Hein. Il aimait bien, dans le sceptre d'Ottokar, il est libéré aussi par la foudre qui tombe, et on voit la foudre rouler autour de lui à l'extérieur là, quand il est éjecté de la maison. Et qu'il est en lambeaux. Et ce qu'on a souvent d'ailleurs chez les fulgurés, parce qu'il y a l'évaporation de la sudation corporelle, hein, en gros de la transpiration, brusque dilatation de ce fluide en surface du corps qui va provoquer le déchirement de certains vêtements. Donc moi je trouve que c'est sans doute la plus belle représentation de la foudre en boule dans la culture populaire. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on a des vidéos, des photos probantes, quelque chose qui soit vraiment… Alors, est-ce qu'on a réussi à la filmer ou filmer vraiment des événements de foudre en boule super incroyables? La plupart des cas de foudre en boule qu'on peut trouver sur le net ne sont pas forcément des cas de foudre en boule. D'accord? Vous savez bien que sur le net, vous le savez aussi bien que moi, on peut tout trouver. D'accord? On a aussi une palette d'effets spéciaux. Alors, ça, c'est une photo. Vous voyez, même nous, qui sommes des professionnels du métier, au début, on ne pensait pas que c'était un cas de foudre en boule. On s'est dit, alors ça date un petit peu. L'image n'est pas super bonne, mais ça, c'est un coup de foudre, un très puissant coup de foudre qu'on appelle un superbolt, durant la canicule de 2003. Ça remonte un peu, mais c'était un orage qui était absolument fabuleux, où on a eu une série de superbolts de ce type d'éclair géant à la suite. Et quand on a vu ça, là, il faut quand même s'imaginer qu'il y a un effet de zoom, mais on était quand même à 12 km. Ouais.
Voilà. Donc, c'est un très puissant coup de foudre. Et on a cette sphère qui apparaît, qui a fait l'objet d'une publication scientifique. Ça a été publié. Donc, cette sphère qui mesure au bas mot, elle est très courte en temps, 1,2, 1,4 secondes, mais elle mesure à peu près 10 mètres. Donc, sur le coup, on s'est dit, c'est ce que n'importe quel amoureux des orages va qualifier de court-circuit. Vous savez, parfois, ça tape à proximité, il y a un effet qui se produit, qui fait qu'on va avoir des sphères qui vont s'allumer sur des têtes de pylônes ou sur des câbles. Et en fait, pas du tout, parce qu'il n'y a rien qui passe là. Donc, on a bien travaillé. Ce cas nous a demandé beaucoup de temps à travailler. Et là, on a un cas ça rentre quand même dans la catégorie. Alors, le plus bizarrement, c'est que la dimension est importante, mais elle est très, très brève. C'est plus une rémanence qu'une durée de vie, d'accord? Mais pour autant, c'est un cas de foudre en boule. Après, on trouve quelques vidéos sur Internet dont on a du mal à retrouver les auteurs, et puis c'est toujours la même chose, vous savez. On se bute à ça. C'est pour ça, au final, qu'on a très, très peu de collaboration avec le milieu des chasseurs d'orage. Pourquoi? Parce que, alors, on est aussi à une époque des réseaux sociaux, où il y en a beaucoup qui prennent des risques, il y en a qui veulent essayer de faire mieux que le copain, mieux que ceci, mieux que cela, et vous leur dites, ah bah tiens, vous avez une vidéo, elle est super intéressante, mais je peux vous dire une chose, nous, si vous nous confiez votre vidéo, vous en êtes toujours le propriétaire, on va jamais la vendre, on est des scientifiques, on a rien à la vendre, mais on n'a rien à acheter non plus. Et on s'oppose toujours au mur de l'argent, où on nous dit, elle te plaît ma vidéo? Je te la vends 500 €, je te la vends 700 €, voilà. Et quand on leur dit, éventuellement, on creuse un peu, mais alors à quel matériel? Ils ne nous disent pas vraiment le matériel, etc. Donc, on a pris aussi le postulat de ne se concentrer que sur des sources hyper fiables. Alors, je dis pas que c'est des bêtises, hein. On a un Américain alors lui, au petit bonheur, la chance, il sort chez lui, à la Nouvelle-Orléans, il filme un orage, et là, on a une magnifique foudre en boule qui descend, et qui arrive jusqu'au sol. Et le type, il nous dit, mais aucun problème, je vous la donne. Donc, on a pu faire tout un tas d'analyses sur les images, etc., donc voir que tout était vrai, etc. Et on pourrait se dire, à notre époque, où tous les gens sont un peu des reporters, ou du moins, vous m'en excuserez, se sentent reporters, avec un fort pouvoir. Hein, c'est très facile, voilà. Le reporter commence quand il fait une photographie au supermarché de quelqu'un qui lui semble un peu différent et qui va balancer sur les réseaux sociaux. Voilà, on appelle ça un lyncheur. Jusqu'à la personne qui va vraiment faire des choses et des choses parfois très intéressantes. On a un très large panel et on pourrait se dire qu'à notre époque, avec tous les moyens techniques, chacun étant plus ou moins équipé, on va pouvoir avoir plus de choses. Eh bien, pas du tout. On a beaucoup plus de choses, mais de moins bonne qualité et on a énormément, au niveau des images en tout cas, de fake. Une des dernières, peut-être des gens l'ont vu, on voit cette espèce de sphère qui se balade sur des voies de chemin de fer. Ouais, alors c'est ce que j'allais vous dire. Elle a beaucoup circulé. C'est un pipeau complet. Ouais. Ça, c'est intéressant. C'est un fake. Voilà. C'est un fake. Autant qu'une vidéo circule encore, où on voit, attention, vous approchez pas de l'eau quand il y a de l'orage. Ce qui est vrai, c'est dangereux. Mais on voit, semble-t-il, la foudre qui semble tomber sur un sapin, qui vient dans la rivière, qui fait tout sauter. Ça, c'est piqué sur une vidéo. C'est une vidéo sur un site, je ne sais plus si c'est suédois ou finlandais. Ce sont des spécialistes des explosifs sous l'eau. C'était un essai. Donc, effectivement, on voit une étincelle, on voit un flash, on voit tout ça. On pourrait mettre ça sur le compte de n'importe quoi. Ça, c'est une vidéo qui, au bas mot, doit avoir 5 ou 6 ans et qui continue à tourner. Donc, moi, j'ai carrément fait le document où j'explique tout ça, pas que moi, hein, il y a des gens très, très bien, des internautes qui se sont dit, tiens, je prends 2 jours, je vais décoder l'origine de la vidéo et tout, donc j'ai repris tout ça en argumentant un petit peu sur mon côté scientifique, spécialiste de la foudre. Et à chaque fois que j'ai un ami ou un collègue qui me dit, oh, t'as vu, dis donc, il y a un super truc là, je prends pas le temps de répondre et de lui faire un laïus, je lui dis, écoute, tout était expliqué là, et je lui renvoie, et comme ça, il voit à quel point on peut se faire intoxiquer. Alors, ces explications sont sur votre site. Hein. Alors, non, ça non, parce que ça, c'est du fact-checking, comme on dit, d'accord? Donc ça, on le fait pas, c'est pas notre postulat. Et d'ailleurs, je dois vous dire que on devrait peut-être tout mettre sur le site internet, mais on part aussi là aussi d'un autre postulat, c'est qu'on met pas tout, on met ce qu'on a envie de mettre. Après tout, on n'a rien à voilà. Alors il y a des publications, il y a des documents. Là, on est en train de l'agrémenter. On s'est dit tiens, pourquoi on mettrait pas une bibliographie, d'accord? C'est vrai. On n'est pas des littéraires. Ça veut dire quoi, bibliographie? Ça veut dire, on va y mettre, alors ça va peut-être choquer, mais il y aura peut-être la dernière publi d'amis qui sont des chercheurs russes de l'Académie de Moscou, le professeur Bishtov, qui a fait une super publication chez Springer, et qui, pour le commun des mortels, va être totalement imbuvable, d'accord?
jusqu'à un bouquin de Flammarion qui date peut-être du début du siècle dernier, jusqu'à certains bouquins. Vous voyez, le panel est large. Pourquoi? C'est pas pour dire que ce bouquin est intéressant, c'est pour dire que dedans, on peut y trouver parfois 10% d'intéressant, parfois 90% d'intéressant, mais en tout cas, de faire une bibliographie qui permet, ça n'a pas la prétention d'aiguiller les gens dans leur lecture, mais ça a la prétention de dire, voilà, ces bouquins, il y a des choses là-dedans intéressantes. Si vous voulez avoir des sources intéressantes et fiables, allez y fouiller. Je vous admets que c'est un petit peu notre postulat avec le Maybe Planet, hein, justement. Mais je crois que c'est le postulat que tout chercheur, qu'il soit encore une fois payé pour ou qu'il le prend sur son livre, j'insiste là-dessus, c'est le postulat. C'est peut-être le moment de mettre le logo Tipeee, Camille. Allez, paf. Voilà, il est là. On l'avait pas prévu, ça. Parce que nous, on n'a pas encore fait ça. On est des très, très, très mauvais communicants. Et c'est vrai que c'est pas facile d'avoir forcément. On n'est pas forcément malheureux, mais c'est vrai que quand on monte des petits projets. Voilà. Alors nous, on se situe toujours mal. C'est-à-dire que les projets qu'on monte, c'est jamais des très grosses sommes. Donc on vous dit, hop, vous demandez 10, 15 000, ça ne nous intéresse pas. Ouais. Et voilà, donc c'est problématique. Mais en tout cas, on a l'honnêteté de faire les choses en fonction de ce que l'on peut faire. Voilà. Un coup de pouce, rien que pour payer un café à l'équipe, c'est déjà un coup de main qui est sympa. Bien sûr. Bien sûr. Et puis ça montre aussi un attachement. Et puis voilà. Et puis les gens peuvent venir nous voir parce qu'on a une partie du labo qui est ouverte, qui s'appelle le musée des orages et de la foudre. Alors, ils peuvent venir. Alors, c'est pas open bar. Hein. Oui, voilà, il faut quand même prévenir avant. Je dis toujours, c'est pas l'endroit. Alors, si vous voulez venir ici parce qu'il fait trop chaud dehors ou qu'il pleut, c'est pas l'endroit où il faut venir. Déjà, pour une chose, c'est que la visite, elle est faite par quelqu'un de l'équipe. Hein. Alors, en permanence sur place, là, on n'est pas beaucoup parce que la plupart des gens de l'équipe, ce sont soit des chercheurs qui sont détachés, soit associés ou quelques passionnés qui aiment bien traîner un petit peu leur guêtre ici. Alors, ça veut dire que, par exemple, notre biochimiste, lui, il travaille pour nous quelques heures par mois parce qu'il a son poste. Ça, c'est sympa, des accords comme ça, parce que le type, il est payé durant le temps où il bosse chez nous par son organisme d'origine. C'est de la délégation. Super collaboration. Voilà. Donc, on a ouvert cette partie qui est un véritable voyage au cœur des orages, parce qu'on a d'exposer. Ça, c'est le deuxième volet de notre travail. Le deuxième volet de notre travail, c'est-à-dire que, hormis de travailler sous les orages, pour avoir le maximum de data et les partager ensuite, on va expertiser, on va travailler, on va étudier les sites foudroyés. Ça peut être une maison, ça peut être une voiture, etc. Et on ramène toujours plein de choses de là-dessus. Une fois qu'on a fait les analyses, qu'est-ce qu'on pourra en faire? Mais ça devient un fabuleux matériel pédagogique et d'exemple. D'accord? Donc, on l'expose au musée. Et quand les gens prennent rendez-vous, ils passent par l'office du tourisme, ici, ils appellent, ils disent, voilà, est-ce que vous auriez de la place pour venir visiter? Écoutez, oui, tel jour, on a programmé des visites. Donc, les gens qui viennent ici, c'est pas pour passer le temps. Pourquoi? Parce que c'est pas super grand, hein, ça fait 60 mètres carrés, mais on leur en colle pour 1h30, 2 heures. Voilà, donc il faut l'intégrer. Voilà, parce qu'ils sont avec un des scientifiques du labo. Et souvent, c'est même moi qui le fais, de plus en plus d'ailleurs, il n'y a plus que moi qui m'y colle. Vous voyez, ce matin, j'ai fait une visite pour 3 personnes. Là, avec le Covid, on a limité à 3. Alors, c'est bien parce finalement, ça fait des filtres, tout ça, et on a les gens les plus intéressés, et quelque part, entre guillemets, les plus intéressants. Et ils sont restés 1h, 3/4, et on peut leur ouvrir les vitrines, toucher certains objets, etc. Et c'est un vrai moment de partage de la culture scientifique. Et pour les jeunes, c'est super bien parce que c'est parfois, on n'a pas cette prétention. Mais si ça peut susciter une vocation, c'est génial. Exactement. On mettra d'ailleurs, bien sûr, l'adresse du labo et les. Alors, justement, Raymond, quelqu'un qui a une vidéo, comment peut-il vous l'envoyer? Enfin, peut-il vous l'envoyer? Comment on peut procéder? Très simple. On a un site internet, www.labofood.com. Là-dedans, il y a tout un tas d'infos. Il y a tout un tas d'infos. Il y a aussi une page témoignage. C'est très, très, très sommaire. Vous pouvez décrire votre témoignage. Après, nous, on répond toujours. Mais si vraiment il y a à creuser, d'après les infos qu'on a eues, on va contacter directement la personne. Ça m'est encore arrivé aujourd'hui. D'ailleurs, les gens sont surpris. On appelle, hein. On appelle directement. On dit, voilà, ce que vous nous dites est intéressant. Peu importe. Il y a parfois...
Il n'y a pas très longtemps, moi j'ai quelqu'un qui sonne en bas, je descends et qu'est-ce que je vois? Un monsieur qui arrive, qui me dit, écoutez, ma maison a été touchée par la foudre, j'ai eu plein de dégâts, j'ai mon téléphone à moitié fondu, etc. L'assurance est passée, ils m'ont dit que je pouvais tout jeter. Et comme j'habite pas loin, j'ai pensé à vous. Alors, bien sûr, je les ai pris, mais on a discuté avec ce monsieur. On a discuté avec ce monsieur. Pourquoi? Parce que il faut quand même après qu'il y ait quand même une forme de cadre scientifique, d'accord? Bien sûr. Voilà. Donc dans ce cas-là, on a pris les documents de l'assurance, etc. On a recoupé avec nos sources au niveau de la cartographie orageuse, etc. On s'est même rendu chez lui après, mais ça a été super sympa de faire ça. Voilà. Donc on a aussi notre petit réseau. On a des correspondants, bien évidemment. Donc voilà, les gens peuvent venir voir et pendant une heure et demie au minimum, on les embarque comme ça, on peut sortir les objets, on peut leur expliquer, voilà, cet objet il était positionné comme ça parce qu'on a participé, c'est nous qui avons participé aux analyses. Hein. Et puis après, on a, bon, ça c'est l'activité, on va dire, ouais, pédagogique et publique, mais on a aussi après toutes nos activités de recherche. Et puis on a quand même réussi. Le premier était en 2015. En 2015, on a fait la première édition du Symposium international sur la foudre et les phénomènes orageux, où on a réuni à Aurillac, donc préfecture du Cantal, qui prend de facto le titre de la capitale des orages. Alors là, je le dis avec humour, bien évidemment, mais on a réuni parmi les meilleurs spécialistes de la foudre au niveau international à Aurillac pendant 2 jours. Et alors là, du pluridisciplinaire, et moi j'ai eu cet honneur immense pour l'équipe et pour toute l'équipe du labo, c'est que le président du comité international sur l'étude de la foudre en boule nous a félicité en disant, voilà, c'est la première manifestation où vous réunissez du physicien, du médecin, du géologue, on a eu un géologue, Jasper Knight, un Sud-Africain qui a mis en évidence le rôle de la foudre dans l'érosion des montagnes. Et la foudre a un rôle fondamental dans l'érosion des montagnes, en tout cas beaucoup plus qu'on ne pensait par rapport au gel, dégel, le vent, etc. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, on est en train de monter une expérimentation en Ardèche là, sur un conglomérat rocheux. C'est empirique, ça ne nous demande pas beaucoup de moyens. On l'a refait en 2017, et là, cause de Covid, on a dû le reporter, donc ce sera les 6 et 7 octobre 2021, et on a déjà pas mal de réservations. Et puis aussi, petite chose qu'il faut savoir, c'est que la plupart des congrès scientifiques sont payants, et bien nous, le premier avait une toute petite somme à payer, le deuxième aussi, et puis le troisième est gratuit. Voilà, donc les scientifiques du monde entier. Là, on a déjà des inscriptions qui viennent de Grèce, des États-Unis, de Grande-Bretagne. On a un chercheur grec qui est spécialisé sur la production d'antimatière, donc au niveau cosmique, au niveau astronomique, et qui fait des travaux de recoupement avec les orages. Donc tout le monde peut venir exposer. Alors après, il y a un comité scientifique qui va sélectionner les communications. C'est un process scientifique classique. Mais voilà, je me rappelle encore l'époque, il y a quelques années, donc avant 2015, quand on l'a lancé, où j'ai eu quelques camarades qui me disaient, mais tu sais, si tu fais pas ça à la capitale, donc à Paris, ça ne marchera jamais et ça n'intéressera personne. Voilà. Ce qui nous a un petit peu embêté, c'est que lors de cette participation, c'était 95% d'étrangers et pratiquement aucun Français. Et ce qui a été un petit peu moins pour la seconde édition. Mais voilà. Et en plus, on a une partie dans ce symposium. Donc là, les gens peuvent rencontrer des très très grandes pointures. Enfin, rencontrer, c'est en interne, mais on accueille des étudiants et puis des auditeurs libres qui viennent sur invitation, qui restent dans le fond de la salle, qui n'ont aucunement droit à intervenir ou à parler, mais qui pendant 2 jours, et c'est super pour les étudiants, qu'ils soient en terminale, en première ou à la fac, de voir comment se passe une véritable rencontre, un vrai symposium scientifique. Il est international, tout en anglais, sans traduction. Il faut le faire, puisqu'il est international. Les premières éditions, on s'embêtait toujours à avoir un traducteur et c'était jamais tout à fait. Puis après, il y a un parce qu'il y a un décalage. Et puis on s'est dit, bon, bah écoutez, les gars, c'est international. La langue internationale dans les sciences et dans beaucoup d'autres choses, c'est l'anglais. Et puis quand on veut, on peut. Hein, on se fait toujours comprendre. Voilà. En tout cas, voilà. Donc les gens peuvent demander à s'inscrire. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Quand je parle des gens, c'est pas forcément des scientifiques. Hein. Oui, c'est Là, j'ai un ingénieur qui travaillait sur la foudre, qui est retraité et qui m'envoie un mot qui surprend toujours parce que ça montre à quel point les choses sont conventionnelles. Il me dit, voilà, je suis là à la retraite, pensez-vous qu'il me soit encore possible de vous proposer une publication? Mais je lui dis, mais monsieur, votre compétence, elle ne s'est pas arrêtée le jour où on vous a dit d'aller à la pêche. Hein? Voilà, donc je lui ai dit, bah, écoutez, proposez votre communication.
elle sera soumise au comité scientifique du symposium. Et puis, si elle est retenue, retraitée ou pas, on sera très heureux de vous accueillir. Et puis, si elle est rejetée, vous savez quoi? Vous la reproposerez une prochaine fois. En tout cas, nous, dans les rejets, vous savez ce qu'on fait? On met toujours la liste de ce qui a été rejeté. Pourquoi? Parce que les collègues qui viennent peuvent après aller les chercher, et c'est pas parce que nous, on l'a pas trouvé intéressante au niveau du comité que quelqu'un d'autre ne trouvera pas des billets. Et il faut avoir cette humilité-là. On n'est pas là pour être des juges. On est là pour dire oui, c'est intéressant dans le cadre du symposium, et c'est pas parce que ça n'a pas été retenu que ça n'est pas pertinent. Vous voyez ce que je veux dire? Exactement. On a eu une présentation par un ethno-archéologue qui a pu montrer des documents comme quoi les aborigènes d'Australie, il y a plusieurs milliers d'années, représentaient visiblement les sprites qu'on a redécouverts à la fin des années 90. Il n'y a pas très longtemps. Voilà, tout un tas de choses qui sont passées par la trappe, et c'est pas de la parascience, c'est pas de la science à 2 balles, c'est simplement de la science qui est un petit peu en dehors des cadres. Vous savez, le tableau sur le trombinoscope de la foudre en boule, moi je l'ai balancé dans plusieurs revues, donc des revues scientifiques à comité de lecture. Il a toujours été rejeté, mais quand je vous dis rejeté, on est certainement les meilleurs du monde au niveau du rejet, c'est en moins de 5 minutes. Et sur quels Pourquoi? critères? Parce qu'on vous dit, le phénomène, on ne peut pas le reproduire, donc on ne peut pas publier ça. Pourtant, ça existe. Donc, on ne peut pas le reproduire. Alors, je comprends bien, la science, ce sont des cas très précis. Bien entendu que ce qui est scientifique est quelque chose qui peut se reproduire. Mais là, on a affaire à un phénomène. C'est exactement comme si quelqu'un vous dit, voilà, vous avez 10 000 personnes qui viennent vous dire, j'ai vu ça, mais comme on ne peut pas le reproduire, ça n'existe pas. Ça me rappelle certaines problématiques. Effectivement. Et vous voyez, donc, alors attention, c'est pas pour autant après qu'on doit sortir des cadres, bien entendu, mais un document comme celui-ci, il est loin d'être parfait, bien évidemment. Et je vous disais tout à l'heure qu'il a même peut-être certains mauvais côtés dans d'autres domaines. Pourquoi? Parce que ce document, on ne le montre surtout pas à nos témoins. La personne qui vient dire, voilà, j'ai vu la foudre en boule, vous lui prenez le papier, vous lui dites, tiens, voilà, choisis là-dedans. Lequel? Elle va vous en trouver un. Instinctivement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en sortir un, même si c'est pas tout à fait ce qu'il a vu, mais il va prendre celui qui s'en rapproche le plus. Donc, ce trombinoscope, il aide sur certains points, mais il peut aussi desservir pour l'identification. Donc, vous voyez, je conçois parfaitement que, voilà. Mais en tout cas, il a le mérite d'exister. Et même s'il ne figure pas quelque chose de reproductible, il permet de mieux en cerner les cadres, peut-être pour dans 5, 10, 15, 20 ans, peut-être une reproduction. Exactement. Vous voyez? Donc, on ne peut pas tout jeter avec l'eau du bain, comme on dit souvent. Et c'est le problème, voilà. Donc, après, on n'en est pas amer. Vous savez pourquoi? Parce que la majorité de nos collègues, sur les 80-90 chercheurs qui étaient présents au symposium, et qui sont autour de la planète entière, l'ont, je ne vais pas dire adopté, mais s'en servent tous les jours. Donc tout va bien. Donc ce qui compte, c'est comme un couteau suisse, sans faire pub. C'est qu'ils servent. Voilà. Et après, si quelqu'un veut le parfaire, mais tant mieux. Le travail ne peut être fait. Il n'y a rien à cacher. La recherche scientifique ne peut être menée que si elle est partagée. Vous avez parfois 3, 4, 5 équipes qui font la même chose dans leur coin. Il ne faut surtout pas parler aux autres et il faut qu'on y arrive les premiers. Ok, peut-être. Et moi, je les laisse à leur travail, d'accord? Et je pars du postulat, encore une fois. J'ai beaucoup utilisé ce mot ce soir, mais ce que je veux dire, c'est que les choses, on les partage. Et le partage du savoir, c'est un bien inaliénable de l'humanité. Le savoir se partage, ne se monnaie pas. Donc, si quelqu'un vient et dit, voilà, j'ai besoin de vos données, alors on va quand même s'assurer que le type, il les prend pas pour aller les vendre après, d'accord? Donc, on va lui dire, si tu veux les utiliser pour les laisser dans le même type de domaine et améliorer les travaux, tu sais quoi? Go, vas-y. Écoutez, voilà. Je trouve que je ne sais pas ce que tu en penses, Camille, mais c'est un magnifique mot de la fin, je trouve. Parfait. Moi, je dis, merci beaucoup pour ce partage, justement. Et c'est ça qu'on a voulu transmettre à travers ce type d'interview, en fait, de pouvoir permettre aux gens de transmettre un petit peu leurs recherches, leur savoir, et de partager tous ensemble. Déjà un bon moment. Alors moi, j'ai passé un très bon moment. Excusez, je suis très bavard, c'est vrai, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et puis, ça peut être peut-être un petit peu décousu, mais
Mais voilà, c'était très intéressant. J'espère que les gens qui vont regarder cette émission vont apprendre des choses. En tout cas, maintenant, vous le savez, la foudre en boule, il n'y a pas question, ça existe. Alors, c'est un phénomène qui est encore très mal connu, comme nous le disait Raymond, sur lequel des équipes travaillent. Mais voilà, donc il faut, et comme disait Raymond aussi, il ne faut pas le mettre à toutes les sauces. Il y a des fois, les gens voient des foudres en boule, et puis des fois, c'est autre chose. Donc, il ne faut pas non plus, comme souvent on nous reproche de dire, mais vous ne voyez que des lanternes taille, des choses comme ça. Il y a des phénomènes qui sont récurrents, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Disons, Pascal, qu'en termes châtiés, on va dire que en cas d'observation de phénomènes non conventionnels, vous avez vu, c'est lissé comme ça, d'accord ? En cas d'observation de phénomènes non conventionnels, la foudre en poule n'est pas un joker à sortir systématiquement. En revanche, elle peut expliquer, et elle explique de temps en temps, des phénomènes même parfois anciens, y compris, alors c'est pas mon domaine, mais certains artefacts au sol. Parce que là, on n'a pas parlé, on en aurait peut-être pour une émission entière. Et ça, c'est une dernière question que j'ai pour vous, ça, Raymond. J'ai une dernière question quand même, parce que vous savez que notre siège social est à Valensole. Et il n'est pas à Valensole pour rien, parce qu'il y a le célèbre cas de Maurice Mas, le 1er juillet 1965, et ce cas est intéressant. Il passe dans quelques jours. Ah bah voilà. Venez avec plaisir. Camille vous recevra avec plaisir. On a ce fameux cas de Maurice Mas, et là où sa renommée internationale est importante, c'est pas sur le témoignage de Maurice Mas, mais sur la trace au sol. Est-ce que la foudre peut faire une trace au sol telle qu'elle a été photographiée à Valensole? Est-ce que c'est une hypothèse plausible? Elle peut faire bien pire que ça. Elle peut faire bien pire que ça. Moi, j'ai des cas de foudroiement. On a des cas de foudroiement qui vous ouvrent des tranchées, par exemple. Alors ça, c'est du visuel. Vous avez une tranchée. Mais on dirait parfois qu'elle est tellement bien faite avec la terre qui est montée sur les côtés. Ouais, comme si on avait… Sur quelques dizaines de mètres, vous allez pouvoir aussi trouver des formations dans le sol qui parfois ont l'air d'être totalement géométriques. Comme si c'était fait avec un objet manufacturé. Bien sûr, là, dans le cas de Valensole, il y a eu… les anciens rapportent ce côté où comme si le sol avait été vitrifié complètement. Est-ce que du coup, avec la foudre, il y a des effets comme ça? La foudre, elle peut provoquer, alors ça dépend de la nature des sols, bien évidemment, mais elle peut provoquer dans certains sols où vous avez par exemple beaucoup de silice, des quartzeux, vous pouvez avoir carrément des petits grains de verre libique. Parce que le verre libique, c'est comme dans les impacts météoritiques, d'accord, ça le rend semi-transparent. Parfois, sur des plaques de béton, vous avez des petites sphérules. Mais ça, vous voyez, c'est super intéressant et c'est pour ça qu'il faut étendre aussi les collaborations. Alors, je vais lâcher le mot, mais bon, l'ufologie, etc., c'est pas le problème. Moi, je suis pas là-dedans, je suis dans le domaine de la foudre. Parfois, il m'est arrivé, par curiosité, de lire des articles, quand je dis sérieux, c'est pas une question de personne, c'est la façon dont il a été étayé l'article, d'accord. Et je prends beaucoup de précautions avec ça. De description de certaines traces au sol, je me dis, mais pour moi, c'est évident. C'est évident. Après, c'est que le retour de l'écrit. Mais je vais vous dire une chose, avec les phénomènes qui règnent dans la foudre, en ayant les échantillons, en analysant les traces au sol, et quand je dis analyser, c'est l'aspect visuel, c'est toutes les analyses physico-chimiques qui vont derrière. C'est simple. Pour pouvoir attester de ces phénomènes, on pourrait matcher, je veux dire, à 100% et certifier à 100% que c'est la foudre ou pas, bien évidemment. Mais oui, elle peut provoquer. Dans le département, ici, j'ai eu un cas qui est un petit peu ancien, 2010, dans une propriété avec une maison, donc une propriété agricole. Et là, c'était absolument phénoménal parce que la foudre, elle était rentrée d'un côté et elle a fait un carré parfait. D'accord ? Où elle a enlevé juste un petit peu du mur. Il y avait une minuscule galerie qui était de la taille d'une aiguille à tricoter moyenne et de l'autre côté, il y avait un morceau qui faisait 30 cm du mur qui était arraché. Donc, vu d'un côté, c'était du dégât explosif avec expulsion de l'agglomérat qui compose le mur. Et de l'autre côté, vous dites, mais non, n'importe qui connaîtrait pas la chose, on dirait, c'est avec un instrument que ça a été fait. Alors que… Et pourtant, parce qu'il y a une répartition parfois des champs magnétiques, il y a une répartition de tout un tas de forces. Le spectre total de la foudre, il y a encore beaucoup de mystères là-dessus. En tout cas, si vous voulez, quand
Mais on pourrait le comparer avec des empreintes d'animaux. Imaginons qu'on vous dit, il y a un type qui habite là, il vous dit, voilà, moi j'habite ici depuis 40 ans, je sais qu'il y a cet animal. Vous arrivez, dans mon bouquin, c'est pas marqué qu'il y a cet animal. Donc déjà, vous partez du postulat que ça n'existe pas. Et le type, il vous montre plein d'empreintes. Et là, vous dites, mais ces empreintes, je ne les connais pas. Donc c'est quelque chose. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Soit c'est un animal qui n'existe pas dans le bouquin, mais encore un autre animal inconnu. Dans ce cas-là, on se rajoute un surproblème. Et au bout d'un moment, vous allez vous familiariser avec ces empreintes et vous allez peut-être pouvoir commencer à en déterminer quelle est la taille de l'animal, quelle est sa section d'enjambée, donc de déterminer certains éléments factuels que vous pouvez étayer pour dire il est hypothétiquement de cette taille, de ce poids, etc. Ben là, c'est plus ou moins la même chose, d'accord? Donc on sait, mais on sait depuis 150 ans. 150 ans. Il suffit de se promener dans la littérature scientifique qui soit antérieure à 2018. Hein, je suis un petit peu piquant là, mais pour voir qu'il y a des centaines de descriptions de cas et prendre le temps. Par contre, c'est un métier, d'accord? Prendre le temps de voir que la foudre, elle provoque des impacts au sol, mais qui sont fabuleux. On aurait pu parler aussi des décalcomanies de la foudre, ce qu'on appelle les décalcomanies, les images chironographiques, qui sont la véritable décalcomanie dans des cas rares d'objets environnants sur des corps humains ou sur des objets qui traînent autour. Vous voyez, ça fait partie aussi des phénomènes nucléaires de la foudre, à ne pas confondre avec ce qu'on appelle les figures de Lichtenberg qui sont dues à la partie électrique de la foudre. Mais pour répondre, et sans aller trop loin, parce que je vois qu'on a explosé le temps là, oui, des traces au sol, bien entendu, peuvent être tout à fait... J'ai pas dit que c'était la foudre, dans le cas de Valensole, d'accord? Oui, je ne dis pas. Mais je dis que possiblement, l'hypothèse est plus que sérieusement à prendre en compte, ce qui ne me remet en rien en cause l'intégrité, l'honnêteté, la perception d'un ou de plusieurs témoins. Mais il faut toujours partir avec cette bienveillance-là. Toujours. Tout à fait. Enfin, c'est mon point de vue. Bon, bah, je crois qu'on a assez de matière encore pour faire un deuxième épisode. Hein. Je crois parce que moi, j'ai encore plein de questions qui me trottent en tête, mais sinon, on est là jusqu'à 3h du mat'. On va réinviter Raymond, comme ça, il pourra nous faire part de l'avancée de ses travaux. Bon, bah, moi, je suis content, j'ai appris un mot savant, donc kéronologue. Donc, c'est bien, je vais pouvoir... on essaie de le propager. Je vais pouvoir faire mon ronflant dans les repas mondains. Voilà. Alors après, sans être méchant, il ne faut pas que tout le monde s'intitule kéronologue parce qu'il a fait une faute d'orage en 5 voilà. C'est quand même un métier. Et c'est un métier qui peut être dangereux. Mais bon, mon appellation, c'est spécialiste de la foudre, tout simplement. Voilà, puisqu'il n'y avait pas de nom. Mais après tout, regardez, il y a bien ufologue, hein, il y a bien, comme je disais, géologue, volcanologue. Bah, voilà. Non, mais voilà, j'ai trouvé ce moment passionnant. On a appris plein de choses, la fulgurance, la foudroyance. Voilà, c'est ce type d'émission qu'on a vraiment envie de vous offrir au Maybe Planet. Et encore une fois, un grand merci à Raymond d'avoir accepté notre invitation. Ouais, c'est chouette. Vous êtes des intervieweurs, mais de premier rang. C'était un vrai moment de plaisir. Bah, là, on en est encore des amateurs professionnels. Nous, on se considère comme amateurs, vous savez. Raymond, hein, donc, oui, voilà, de très bons amateurs. Et je suis certain que votre venue va peut-être faire que d'autres chercheurs, d'autres spécialistes vont peut-être accepter nos invitations en se disant mais ces gens sont pas fous, ils essaient de parler de choses intéressantes et de les partager. Donc voilà. Bien sûr. Mais moi, j'appelle au travers de la vidéo et de l'émission, j'appelle des collègues qui me connaissent et qui me reconnaîtront peut-être. Alors ça veut dire que s'ils l'ont vu, ça veut dire qu'ils vont quand même fouiner là-dessus. D'accord? Donc c'est déjà un point positif. Hein, vous êtes très intéressant. Voilà. Ça m'arrive parfois d'en piquer quelques-uns. Ah, tiens, t'as vu ça? Mais t'es allé voir quoi pour le voir? Ah oui, mais bon, quand même. Voilà. D'ailleurs, Raymond. Mais je t'invite à venir. Il y a quoi? Il n'y a pas mort d'homme, c'est venir à discuter, à parler. Il n'y a pas de sujet tabou. Vous savez, le sujet tabou commence de la manière dont on l'aborde. On est bien d'accord. Et le Maybe Planet essaie de travailler de façon journalistique et non pas dogmatique ou prosélyte. Et voilà, je crois qu'on l'a montré de façon très claire ce soir pendant cette émission. Camille, est-ce qu'on a des choses à dire? Est-ce qu'on a des... Bon, alors cette émission, comme vous l'a dit, on l'enregistre le 14 août. On va voir quand on va vous la passer dans le courant de... Alors oui, c'est ça que je voulais dire. Raymond, vous faites aussi des conférences. Excusez-moi, j'ai un peu perdu le fil. Vous donnez des conférences aussi. Hein. Vous pouvez voir Raymond. Alors là, beaucoup moins avec le Covid, bien sûr, puisque les annulations, c'est plus qu'en pagaille. Mais c'est vrai qu'annuellement, c'est variable. En gros, c'est cinquantaine de conférences annuelles, parce qu'il y a quand même pas mal de demandes. Alors, c'est vaste. Bon, alors, la conférence la plus demandée, alors il y en a deux qui sont quand même pas mal demandées, c'est donc tout ce qui concerne la foudre et les phénomènes orageux. Ouais.
finalement on synthétise tout ce qu'on a dit, mais d'une manière, comme je dis toujours, il faut craindre l'orage, mais ne pas en avoir peur. Voilà. Faut pas donner la peur aux gens. Il faut donner, en l'espace d'1 heure et demie, 2 heures, il faut donner aux gens l'impression qu'ils se réapproprient un phénomène vieux comme le monde et casser des idées reçues. Il n'y a qu'au terme des idées reçues et de le montrer avec un aspect ludique que les gens vont un peu moins en avoir peur, mais pour autant passer un message très important parce que c'est la clé de voûte sur la prévention. Et puis, il y a aussi un autre aspect qui est fort intéressant, c'est celui qui régit presque notre vie de tous les jours, c'est tous les aspects. Alors là, c'est d'autres conférences, mais c'est une autre conférence aussi qui concerne les croyances, les cultes, les traditions. Ça frise parfois quelque chose qui est très politiquement incorrect, l'ésotérisme, mais ça fait partie aussi de la culture générale par rapport à la foudre. Et là, on fait un petit peu le tour du monde par rapport à tout ça. Et puis, je peux même embarquer les gens, je vais le faire dans quelques jours, au mois de septembre, là, dans le département de l'Aisne, où je vais emmener les gens dans la visite du système solaire. Je reprends un petit peu mes côtés astronomie, voilà. Je vais emmener les gens dans la visite du système solaire, mais par le biais de la climatologie des planètes. Donc, on va parler des orages qui ont lieu dans l'atmosphère des 4 grandes planètes gazeuses, etc. Et on va essayer de leur faire passer la pilule compliquée du système solaire et de la formation en prenant la météo du jour, ce à quoi chaque Français est très sensible, car comment on reconnaît un Français à l'étranger? La première chose qu'il dit, quel temps va-t-il faire demain? La tradition Bon, j'espère que vous avez de passer par Marseille, je viendrai vous voir avec grand plaisir. Est-ce que du coup, à quel endroit on peut voir les conférences? Alors, les conférences, il y en a très peu qui sont en vidéo, en fait. Ou alors le programme des programme, lieux... Généralement, c'est sur le site du labo ou sur la page Facebook du labo. Tout simplement. Vous avez aussi une page Facebook, effectivement. On a une page Facebook, on a un compte Instagram du labo Foudre. Alors, bon, c'est pas super actif, on n'est pas des gens trop de réseaux sociaux. Voilà. Donc, quand même, il y a quelques cours. On essaie un petit peu, mais c'est vrai qu'il faut ça. Tout ça est très chronophage aussi. On est bien d'accord. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. C'est super chronophage. Et voilà. Et puis, vous avez parfois des gens qui se rendent pas compte, qui vous postent un message sur Facebook qui fait 3 pages en expliquant plein de choses et en disant, voilà, j'ai pas compris tout ça dans ce que vous avez expliqué, vous pouvez me réexpliquer. C'est pas méchant ce que je dis, mais si vous vous y collez, c'est de 23h à 4h du matin. On est bien d'accord. Et il va certainement vous répondre, ah, mais j'ai ça aussi que j'avais pas compris. Et là, vous partez pour une liaison intime pour 8 jours sans Messenger et c'est pas gérable. Parce qu'à côté, on a une vie, on a une famille, on a un travail de recherche. Si vous ne répondez pas, vous êtes méchant, voire pédant. C'est un peu le problème des réseaux sociaux. Ah non, c'est pire. Vous êtes méprisant. Ou méprisant. Voilà. Donc, on répond vraiment dans le... Alors, je le dis d'entrée, on répond très rarement par rapport aux réseaux sociaux. C'est par les mails de contact, etc. Mais c'est un travail. On a quelqu'un au labo, qui est notre assistante de labo, qui s'occupe que de ça. Et c'est compliqué. Après, elle filtre. C'est vrai qu'on a des lignes téléphoniques, mais on les a changées et on les communique plus sur le site. Pourquoi? Parce que il y a des périodes, en été, période des orages, on recevait 150 appels par jour. C'est pas possible, vous pouvez plus bosser après. Ma télé a grillé, est-ce que je peux avoir une attestation? Je viens en vacances ici, quel temps va-t-il faire? Il n'y a pas tellement longtemps, j'ai reçu un appel téléphonique de quelqu'un qui me dit, voilà, c'était au mois de juillet, je viens en vacances dans le Cantal en octobre, quel temps va-t-il faire? Je ne suis pas météorologue, moi. Je lui dis, mais par contre, je peux vous assurer d'une chose. Il y a des risques de vent, de pluie et de temps nuageux. Bah oui. Et il m'a répondu, je vous remercie. C'est déjà pas mal, ça donne une indication assez précise. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ce monsieur, je lui expliquais, voilà, il avait du mal à comprendre, il me dit, ah bah alors c'est que vous n'êtes pas des scientifiques. Je lui dis, non, on passe le temps. Justement, si justement vous n'êtes pas des médiums ou des prophètes, justement, c'est ça la science, c'est d'admettre qu'on ne sait pas toujours. Oui, bien sûr, un scientifique doit commencer à dire, parce que c'est le cas tous les jours on apprend des choses et c'est commencer à dire, moi il m'arrive quand on me pose des questions de dire je ne sais pas. Et j'ai un de mes collègues qui m'a dit un jour, mais tu ne devrais pas dire ça. Tu te mets en mauvaise position. Mais je lui dis, je ne vais pas inventer quelque chose, je ne sais pas. Voilà, tout simplement, je suis un être humain. La seule différence avec certains, c'est qu'encore une fois, moi, je gagne ma vie en menant des recherches scientifiques sur la foudre. Voilà. Et quand je suis en repos, je fais la même chose. Donc,
Bon, ce sera un merveilleux mot de la fin. Nous avons fait 1h43, donc ça va, on est dans les temps, on est tranquille. Hein. On a juste dépassé un tout petit poil. Bon, mais on commence à avoir l'habitude. Ouais. Raymond, encore une fois, un grand merci pour votre participation, un grand merci pour le partage de vos connaissances et puis pour la façon vraiment très agréable dont vous faites vivre vos recherches. Très honnêtement, c'est vrai que c'est très agréable de vous écouter en parler. On sent vraiment la passion qui est là, qui guide votre travail et ça n'a pas de prix. Je vous souhaite, je vais vous souhaiter, il va falloir que je m'améliore sur mes sorties d'émissions, Camille. Hein. Je suis toujours très mauvais sur les sorties. Hein. Bon, j'espère que vous aurez pris du plaisir à regarder cette vidéo. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à la faire. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus. Nous, ça nous aide toujours en termes de visibilité. Et puis, bien sûr, restez connectés, partagez. Ces vidéos, elles sont encore une fois là pour être partagées, pour faire découvrir le travail du Maybe, le travail de nos intervenants, pour ce soir Raymond Piccoli. Et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit, en fonction du moment où vous allez regarder cette vidéo. Bonne soirée à tous. À très bientôt, merci Raymond. Merci.